À tous de votre participation à cette troisième rencontre de l'atelier. Alors notre association est à sa 8e année d'existence, avec des succès, des moins de succès, enfin bon. Donc l'atelier est un lieu de rencontre, de débat, de recherche collective dans le but d'aider à la réflexion pour construire un nouveau chemin conduisant vers la fin du capitalisme. C'est pourquoi nous proposons pour cette nouvelle saison le thème « En finir avec le règne absolu de l'actionnariat capitaliste ». Le thème de la soirée, c'est « L'urgence est-elle de prendre le pouvoir d'État ou n'est-elle pas de donner le pouvoir au peuple ?» Nous recevons ce soir Pierre Dardot, qui, entre autres, a écrit un livre en duo avec Christian Laval qui est déjà venu nous rencontrer à l'atelier. Ce livre s'intitule « Commun ». C'est un essai sur la révolution du XXIe siècle. Il sera en vente à la fin de la séance et dédicacé. Pour la 8e saison, je vous informe que nous avons l'honneur d'être parrainés par Jean Ziegler, vice-président de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Voilà. Eh bien, je vais faire très court parce que maintenant je vais laisser la parole à Pierre Dardot qui se présentera et qui va introduire le débat de ce soir. Merci pour la présentation et l'introduction. Pour la présentation, c'est très simple. Je suis philosophe, Christian Laval, lui, est sociologue, et en fait, on est rattachés tous les deux à un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Sophia-Paul de l'université de Paris 10 Nanterre. Je crois que ça s'appelle Paris-Ouest maintenant Nanterre, enfin ça change tout le temps. Mais peu importe, ça c'est notre attachement institutionnel. Ce qui est important, c'est qu'on ait déjà écrit ensemble quelque chose comme 6 livres maintenant, et qu'on continue. Donc on a une expérience qui est une expérience, je ne sais pas comment on pourrait dire, presque de commun intellectuel. Parce que travailler comme ça, c'est pas quelque chose d'évident. On a tendance plutôt au contraire à valoriser la relation de l'auteur au singulier avec ce qu'il a écrit. Donc c'est quelque chose finalement d'assez rare, autant qu'on puisse en juger autour de nous, mais c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, parce que ce sont des livres qui sont écrits de telle manière et avec une façon qui est telle que personne ne peut par avance dire ce que j'ai écrit là, finalement ça sera dans le livre tel qu'il sortira, puisque c'est sans arrêt un processus d'échange, une expérience partagée, aussi des discussions, parfois très critiques, l'un à l'égard de l'autre. Donc je partirai simplement de ça, pour la présentation, ça suffit amplement, mais ce qui est surtout pour nous très important, c'est qu'on ait réfléchi, à partir aussi de notre propre expérience, on ne vient pas non plus de rien ou de nulle part, notre propre expérience politique, et on a réfléchi à la question des alternatives, parce qu'on s'est aperçu que très souvent, les discours qui étaient des discours de critique à l'égard du néolibéralisme ambiant étaient des discours assez dénonciateurs, on peut dire ça comme ça, et que ça avait un certain sens, mais en même temps ça ne permettait pas d'avancer, parce qu'il nous semble, à Christian et à moi, qu'on ne peut pas véritablement avancer sur cette voie-là si on ne propose pas en même temps, si on ne travaille pas à l'élaboration d'une alternative positive. Et que par conséquent le discours critique n'a de sens que dans la mesure où il est articulé à une tentative pour élaborer une alternative positive. Alors le titre qui a été choisi à la demande de Pierre Goldberg est en fait une phrase que j'ai eu le malheur de prononcer dans le cadre d'un séminaire auquel il a assisté à l'université de Nanterre, mais c'est une alternative qui peut constituer le point de départ de la réflexion que je vous propose, dans la mesure où il est question d'un côté de la prise du pouvoir d'État, de la conquête du pouvoir d'État, et puis de l'autre côté, avec une formulation sur laquelle je reviendrai un petit peu, de donner le pouvoir au peuple. Donner ne me semble pas à la réflexion une formulation très juste, parce que ça suppose une sorte de position de surplomb ou d'extériorité. On donne du pouvoir au peuple, mais qui est-on pour donner du pouvoir au peuple? Donc ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'appartient pas nous-mêmes au peuple à qui on donne du pouvoir. Et cette formulation-là, si on ne la change pas, serait plutôt pour moi de mauvaise augure. C'est-à-dire qu'elle aurait à ce moment-là tendance à nous faire réfléchir sur l'alternative en se demandant mais finalement en quoi il y a une alternative. Alors je voudrais simplement partir d'abord du premier terme de l'alternative, c'est-à-dire l'idée de la conquête ou l'idée de la prise du pouvoir. Ceci pour dire, quelles que soient les formations politiques auxquelles les uns et les autres on a pu participer, Christian et moi,
et c'est pas du tout pour révéler un secret ou quoi que ce soit, mais quand on était très jeune, on s'est rencontrés en 1972 à Nanterre, et lui était un jeune étudiant en sciences économiques et moi en philosophie. Voilà. Et on était à ce moment-là membres de la Ligue communiste, l'organisation de Krivine, de Ben Saïd, etc., comme d'ailleurs beaucoup de jeunes à l'époque. Et on a été éduqués, même si la formation est différente de celle que d'autres ont pu recevoir dans d'autres formations politiques, mais on a été éduqués justement dans les années 70 dans cette idée que l'objectif suprême en termes de stratégie, c'était la conquête du pouvoir d'État. Avec un exemple qui bien sûr venait à l'esprit de tous, qui était l'exemple de octobre 1917. Alors je le dis d'une manière d'autant plus claire qu'on a fait un retour dans le dernier bouquin qu'on a fait paraître, qui s'appelle L'ombre d'octobre, sur cette expérience-là, sur ce que ça nous a, disons, amené à faire comme réflexion de type critique sur notre propre itinéraire, notre propre trajectoire. Et je crois que, disons, l'alternative prend du relief à partir du moment où on comprend un petit peu ça. Pourquoi ? Parce que l'objectif de la conquête du pouvoir d'État, c'était un objectif qui pouvait être décliné de deux manières, grosso modo, schématiquement. Il y avait une première manière, qui est plutôt la manière un peu bolchevique ou léniniste, qui consistait à dire on construit un parti de révolutionnaires professionnels qui se prépare justement à cet objectif de la conquête du pouvoir d'État. Et on fait en sorte par conséquent que le parti soit organisé à l'intérieur de telle manière que justement cet objectif-là soit sans arrêt présent à l'esprit de tout le monde. Donc on construit un parti avec un certain mode de fonctionnement parce qu'on a cet objectif-là. Et un tel parti est déjà une sorte de, comment dirais-je, de contre-État en formation, si vous voulez. Un parti qui a déjà le fonctionnement d'un mini-État ou d'un État qui aspire à devenir l'État tout entier. Et puis on modèle la discipline interne, on modèle les contributions que les uns et les autres peuvent avoir sur cet objectif. Et tout est subordonné à cet objectif-là. Ce qui est important justement, c'est que je voudrais qu'on parle, qu'on discute ensemble de ce qu'il était convenu d'appeler la stratégie. Parce que c'est un mot qui est un petit peu intimidant. Mais la stratégie, dans l'esprit de beaucoup de gens à cette époque-là, c'était justement la subordination de tous les moyens à un objectif suprême qui était la conquête du pouvoir d'État. La conquête du pouvoir d'État qui supposait un parti centralisé, une formation politique centralisée, avec une discipline de fer. Il faut quand même rappeler que c'était en ces termes-là que les choses étaient dites, formulées. Je ne parle pas simplement de quelques discours prononcés le dimanche ou à l'occasion des fêtes. Non, non, c'était quelque chose qui était inculqué à beaucoup de gens. Et on a pris ça, nous aussi, pour argent comptant, avec Christian, quand on faisait partie de cette organisation-là. Mais ce qui est important, c'est que il y avait une autre pensée stratégique, mais qui était très très différente. C'était celle qui consistait à dire, on construit certes un parti, mais c'est un parti de type parlementaire, parce que le pouvoir d'État dont on va s'emparer, c'est d'abord et avant tout le gouvernement. Par contre, l'État lui-même, on ne touche pas grand-chose à ces structures. Les structures restent inchangées, mais un parti parlementaire, c'est pas du tout un parti de révolutionnaires professionnels, mais ça partage une caractéristique avec le parti de révolutionnaires professionnels, c'est que comme dans la mesure où ce sont deux partis, ils sont totalement aimantés et orientés vers l'objectif qu'ils s'assignent. Donc que ce soit le fait d'exercer la responsabilité à la tête du gouvernement, ou que ce soit de conquérir le pouvoir d'État, de renverser le pouvoir d'État existant et de construire un nouveau pouvoir d'État. Ce qui était l'objectif du léninisme et ce qui était l'objectif de beaucoup de gens après Lénine. Bon, et il me paraît qu'il y a là quelque chose qu'il faut remettre en question d'une façon assez ouverte. Parce que cette obsession-là, en général, conduit à quoi? Elle conduit à une monopolisation du pouvoir, tout simplement, parce que les gens qui ont mis tant, comment dirais-je, d'eux-mêmes d'ardeur à conquérir le pouvoir d'État, ne se résolvent pas facilement à laisser le pouvoir éventuellement à d'autres qu'eux, et ça se traduit sur le plan des pratiques, ça se traduit par le fait que, par exemple, on tolère très difficilement la compétition avec d'autres partis, on tolère très difficilement à l'intérieur le libre jeu de la discussion, y compris la formation, le cas échéant, de tendance ou de courant. Et dans le cas du parti parlementaire, de toute façon, il y a aussi une sorte de mimétisme par rapport à ce que l'on veut conquérir et par rapport à l'adversaire qu'on se fixe. Voilà, il y a une tendance des partis, de façon générale, à se mouler dans un cadre préexistant qui est celui du pouvoir qu'elles veulent exercer ou qu'ils veulent exercer.
Et je crois qu'il est temps, aujourd'hui, de toute façon, les choses sont telles qu'on ne peut pas ne pas poser la question, il est temps de revenir de façon très critique sur cette stratégie. Et justement, c'est la raison pour laquelle il y avait dans la formulation, même si elle n'est pas très heureuse, que j'avais adoptée dans le cadre du séminaire, il y avait cette idée qu'il fallait, alors peut-être pas donner du pouvoir au peuple, peut-être pas, surtout pas donner le pouvoir, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y avait cette idée en effet qu'il fallait aider les gens à construire de nouveaux pouvoirs. Et c'est plutôt comme ça, dans ces termes-là, que j'aurais tendance à formuler l'alternative. C'est-à-dire, soit prendre le pouvoir et conquérir le pouvoir, au sens du pouvoir central, c'est-à-dire le pouvoir d'État, soit au contraire construire et aider les gens par conséquent à construire de nouveaux pouvoirs. Toute la question étant de savoir ce qu'on entend à ce moment-là par de nouveaux pouvoirs. D'abord, vous avez remarqué, il y a un pluriel, et puis, donc on ne dit pas le pouvoir central ou le pouvoir d'État, et puis d'autre part, on parle de pouvoir, donc sans précision, on ne dit pas c'est un pouvoir de tel type, et la question est de savoir justement qu'est-ce que ça recouvre, de quoi parle-t-on lorsqu'on dit construire de nouveaux pouvoirs. Donc une stratégie qui serait très différente, très très différente, et dont je pense qu'elle est aujourd'hui particulièrement appropriée à la situation dans laquelle nous vivons, qui n'est pas forcément toujours très réjouissante. Je ne ferai pas un tableau, on est amené souvent à voyager avec Christian. Je viens de passer un mois, 4 jours dans le côte sud de l'Amérique latine, Uruguay, Argentine, la situation économique est terrible, et le Chili. Et Christian est allé au Brésil. Il est revenu fin septembre, juste avant donc, le premier tour des élections présidentielles brésiliennes. Donc il y a une situation qui est une situation particulièrement difficile. On a l'impression que la seule alternative, finalement, c'est l'alternative entre... Enfin, ce sont des gens qui travaillent beaucoup à rendre le clivage extrêmement irréversible. C'est deux ailes ou deux courants. D'un côté, vous avez des gens qui sont, je ne sais pas, je prends Trump, je prends Bolsonaro, c'est encore pire, à bien des égards, à beaucoup d'égards, et on va voir ce qu'il va commencer à faire à partir du début du mois de janvier, puisqu'il entrera en fonction en janvier. Mais vous avez Orban, vous avez Salvini, vous avez Orban en Hongrie, vous avez Salvini, vous avez un certain nombre comme ça de formations politiques qui sont soit des partis néofascistes traditionnels, par exemple c'est le cas de la Ligue, hein, pas le mouvement 5 étoiles, mais c'est le cas de la Ligue en Italie. Bon, il y a beaucoup d'endroits ou de pays dans lesquels ce sont des forces qui montent, électoralement, politiquement, et qui sont même assez menaçantes. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui se présentent comme les libéraux progressistes. Alors je prends quelques exemples, on aura reconnu, ben non, je le dirais d'ailleurs d'une façon assez ouverte et explicite. Il y a bien sûr Macron, le président Macron, mais il y a d'autres figures qui émergent. Alors il y avait Merkel, bon, c'est peut-être la fin de l'expérience de Merkel, mais en tout cas Merkel c'était une des figures de cette aile-là, de ce que j'appellerais le néolibéralisme. On a consacré un ouvrage avec Christian à ce courant. Et puis il y a Justin Trudeau, je fais exprès comme ça de prendre des gens, alors c'est des gens qui en général sont plus souriants, parfois plus jeunes. Renzi faisait partie du lot, quand il était encore quelqu'un de très prometteur, avant qu'il ne se casse la gueule, à la fois dans les sondages et dans sa propre famille politique. Et voilà, c'est le type de personnage auquel on peut penser, et ce sont des gens qui justement travaillent leur image de marque de telle manière que le clivage avec les autres, donc que ce soit Trump à l'égard de Macron, que ce soit Macron à l'égard de Trump, d'Orban, de Salvini, etc., ils travaillent beaucoup à rendre ce clivage extrêmement dur. Ils le présentent comme étant un clivage absolument frontal. Par exemple, Macron n'arrête pas de dire « moi je suis le rempart contre le nationalisme et contre l'extrême droite, et je suis un libéral progressiste, justement, je défends la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, etc. » Même parfois de manière hypocrite, parce que c'est vraiment hypocrite, les droits des migrants. Il lui est arrivé de dire ça, bon, à propos de certains navires qui erraient sur la Méditerranée, mais je crois que c'est assez important de voir ça. La situation dans laquelle nous sommes nous oblige à réfléchir à nouveau frais sur la question de la stratégie. Parce qu'on ne peut pas, dans une telle situation, on ne peut pas justement se dire bah, à défaut, je vais choisir tel camp parce que l'autre c'est pire, etc. Ou alors on est conforté dans l'idée qu'on n'a plus grand-chose à faire, et à ce moment-là, c'est plutôt la théorisation de l'impuissance, voire on se met de côté, on se met à l'écart, on s'abstient, on ne fait plus rien, et puis on se dit, ben, advienne que pourra. Et il y en a qui sont tentés d'adopter cette position-là, et il faut faire à cet égard très attention, hein, parce qu'il y en a aussi qui ont été tentés d'adopter cette position-là au Brésil, en disant d'un côté il y a
la corruption du Parti des travailleurs de Lula, et puis de l'autre côté, il y a Bolsonaro. Bon, on ne va pas choisir entre les deux, il y a des gens qui sont absolus, mais il y a eu quand même un très fort pourcentage de gens qui sont allés voter. Et Bolsonaro, à la différence de Trump, c'est un fasciste au sens pur et simple, c'est-à-dire quelqu'un qui est un ancien parachutiste, admirateur de la dictature militaire qu'a connue le Brésil, qui encourage les gens à la délation, qui demande aux élèves de filmer ce qui se passe dans les cours pour surveiller ce que les professeurs peuvent être amenés à dire. Donc voilà, il faut quand même prendre conscience de ça. Il y a une situation qui est d'une gravité qu'il faut mesurer. Il ne faut pas considérer qu'on est à l'abri de ça sous prétexte que le Brésil, c'est, comment dirais-je, c'est du trumpisme tropical. Je ne sais plus qui a dit ça à propos de Bolsonaro. Non, justement, c'est beaucoup plus grave encore que ça. Donc on a une situation qui est telle qu'on est obligé de réfléchir, si on ne veut pas simplement, comment dirais-je, se contenter de répéter un certain nombre de choses, il faut vraiment prendre la situation, prendre à bras-le-corps les enjeux qui sont ceux de la situation, et puis réfléchir au type d'alternatives qu'on pourrait être amené à proposer ou à élaborer. Alors si on avait à l'élaborer à partir de rien, ce serait peine perdue. Je pense qu'à ce moment-là, si c'était du cerveau d'un théoricien quelconque qu'on devait attendre l'élaboration de l'alternative, ça serait assez désespéré. Mais fort heureusement, je pense, je ne suis pas le seul à le penser, qu'on n'est pas condamné à ça, qu'il y a des expérimentations qui se mènent en France, de par le monde, pas simplement en Europe, qui sont des expérimentations assez prometteuses et assez encourageantes. Ces expérimentations, je les regrouperai autour d'un terme. Alors le terme figure là, mais pas en termes de substantif, c'est pas un substantif ici, c'est en commun, et dans en commun, il y a commun. Et c'est le titre que nous avons donné à l'ouvrage que nous avons écrit avec Christian. Et c'est un terme qui est généralement un peu, comment dirais-je, il est traité en parent pauvre de la langue, parce qu'on parle de quelque chose de commun, au sens où c'est banal, où c'est vulgaire, etc. Mais personne ne fait attention à ce que le terme porte en lui de signification. C'est un terme qui est assez riche, parce que dans commun, étymologiquement, vous avez une idée qui est celle de l'obligation, de la charge, c'est ça, munus en latin, et co, ça veut dire ensemble. Donc l'idée d'une obligation qui est partagée. Voilà. L'idée d'une co-obligation, très fort, une idée très très forte. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, cette exigence-là, appelons ça comme ça, l'exigence du commun, est portée par des forces de plus en plus grandes, de par le monde, mais que ce soit en France, dans des petits villages, que ce soit dans les municipalités en Espagne, que ce soit dans d'autres pays sous d'autres formes, en Italie par exemple, des occupations de lieux, d'édifices publics, etc., ou de places. Et il y a place pour une très grande diversité, voilà, dans ce qu'on appelle le mouvement des communs. On ne sait pas trop comment l'appeler, mais justement, il y a le pluriel. Il y a l'idée que c'est les communs au pluriel, pas simplement le commun, comme ça, comme exigence. Et il faut réfléchir à ce que ça signifie. Je prendrai des exemples comme ça un petit peu différents, mais il faut réfléchir à ce que ça signifie. L'idée que l'obligation doit être partagée. En d'autres termes, il n'y a pas d'obligation qui tienne, qui ne soit légitime, si justement quelqu'un, un petit groupe, une minorité est amené à s'exempter. C'est-à-dire à dire, c'est une obligation pour vous, mais pas pour moi. Ou c'est une obligation pour vous, mais pas pour nous. Alors il arrive assez souvent que, même si ce n'est pas le langage explicite que beaucoup de gens tiennent, ce soit le fond de leur pensée. Alors il faut à cet égard dire qu'on vit quand même depuis déjà pas mal de décennies, et ça remonte bien au-delà jusqu'au XVIIIe siècle, on vit dans un régime qu'il est convenu d'appeler, je le fais exception des particularités de la situation française, puisque vous avez la Ve République, c'est encore autre chose. Mais on vit dans des institutions qui sont celles de ce qu'on appelle la démocratie représentative. On est habitué à parler des représentants, à définir notre rapport aux représentants, à dire ce qu'on attend des représentants, et on s'est installé, disons, dans cette habitude-là. Hein. C'est pas simplement une habitude sur le plan du langage, c'est une façon aussi de se rapporter. Alors c'est très, en France, c'est peut-être plus accentué que dans d'autres pays qui n'ont pas la même culture d'État. Parce que, bon, en France, il y a ça. En Italie, en Espagne, c'est pas du tout la même configuration. Mais on est souvent amené en France, justement, à faire des démarches auprès des représentants, éventuellement pour obtenir l'autorisation de faire quelque chose. Bon, le rapport est un petit peu différent dans des pays comme l'Italie ou comme l'Espagne, mais néanmoins,
il y a cette idée qu'il est tout à fait légitime, qu'il est tout à fait normal que des gens, parce que c'est leur fonction, parce qu'ils ont été élus pour cela, prennent la parole et agissent, non pas simplement en notre nom. S'il y avait que en notre nom, à la limite, bon, ça peut se rectifier ou ça peut se critiquer, mais à notre place. Parce qu'il faut quand même faire attention à cette idée, la notion de représentation telle qu'elle a été élaborée. Je parle encore une fois du XVIIIe, parce que c'est surtout à partir de ce moment-là que les choses se mettent en place. C'est une notion qui implique que des gens parlent et agissent à notre place. Dans l'idée de représentation politique, il y a l'idée de remplacement, il y a l'idée de substitution. C'est très profond, ça a été par exemple élaboré par quelqu'un qui a eu un rôle absolument central pendant la Révolution française, qui était un abbé, qui était un constitutionnaliste, qui s'appelait Sieyès, l'abbé Sieyès, qui était quelqu'un d'assez intelligent d'ailleurs, et qui a théorisé, qui a dit la représentation c'est absolument indispensable, pour une raison très simple. Il y a la division du travail dans la société. Les gens ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc il y a des gens qui sont des boulangers, il y en a d'autres qui sont des menuisiers, et il y en a d'autres qui doivent se préoccuper de représenter l'ensemble. C'est-à-dire les représentants, le corps des représentants. C'est lui qui théorise tout ça, d'une manière aussi directe. Il emprunte à Adam Smith, vous savez, la fameuse division du travail dans la manufacture, et dit, de la même manière, à l'échelle d'une société, il doit y avoir des gens qui sont spécialisés dans le fait de remplacer, de parler et d'agir à la place d'eux. C'est cette idée de la démocratie représentative qui est en crise aujourd'hui. Alors elle est en crise de multiples manières, mais à la limite même, l'essor très inquiétant de certains mouvements néofascistes participe de cette crise de la démocratie représentative, la démocratie classique, traditionnelle. Et d'un certain point de vue, la posture qu'a adoptée Macron lorsqu'il a été élu président de la République, et pour être élu président de la République, participe aussi de cette crise de la démocratie représentative, parce qu'il en était parfaitement conscient. Souvenez-vous que quand il a commencé à percer dans les médias, c'était pour dire il faut rompre avec les vieux partis, avec le système en place. Il avait des accents qui finalement ne détonneraient pas dans la bouche de certains de ceux qu'on exècre particulièrement aujourd'hui. Et il faut comprendre qu'elle a un style qui va bien au-delà de telle ou telle personnalité. La raison vient du fait que les institutions, il faut dire les choses comme elles sont, les institutions de la démocratie représentative ont été responsables de la mise en place de la logique du néolibéralisme de par le monde. Elles n'ont pas été simplement complices, elles ont été un relais actif. Elles ont contribué très activement. C'est-à-dire, pour dire les choses d'une façon très claire, pour que tout le monde comprenne, la logique néolibérale, c'est la logique de la généralisation de la concurrence à tous les niveaux de la société, à toutes les relations sociales. C'est-à-dire que ça vaut pour une entreprise, bien sûr, et pour le fonctionnement de l'entreprise dans ses rapports avec les autres entreprises, mais ça vaut aussi pour les États, dans leurs rapports les uns avec les autres, ça vaut aussi pour les législations des différents États qu'on met en concurrence. Il y a quelque chose en Europe, par exemple, qui s'appelle un marché des juridictions, et c'est dit d'une façon très très ouverte, mais ça vaut aussi cette généralisation de la concurrence pour les individus. Et c'est la raison pour laquelle donc, il faut mesurer ce que ça signifie. On a du mal à réaliser aujourd'hui. Je me souviens très bien que dans les années 70, à la fin des années 70, on faisait partie avec Christian des gens qui ne faisaient pas très attention à ça. Il y a eu Giscard en 74, 78. Bon, il y a eu Raymond Barre, il y a eu des gens qui ont été des pionniers de ce qu'on a appelé ensuite ouvertement le néolibéralisme. Il y a eu Thatcher, bien sûr, et Reagan aux États-Unis, qui ont été des pionniers en la matière. Il y a eu beaucoup de gouvernements de ce type-là. Ça fait 40 ans, ça fait quelque chose comme 40 ans que des expérimentations de ce type ont été menées, mises en œuvre, etc. Ça n'est pas sans conséquence. Je veux dire par là que les sujets eux-mêmes, les subjectivités, les individus que nous sommes, ont été, d'un certain point de vue, transformés. Parce qu'on ne peut pas, on n'est pas dans une bulle comme ça, on se construit à l'intérieur d'un environnement social. Si cet environnement social est caractérisé par l'exaspération des relations de concurrence, on est touché par ça. Et je peux vous dire qu'on peut l'être touché de façon assez directe. Et c'est valable aussi pour l'université. Et c'est valable aussi pour les relations de certains collègues les uns avec les autres. Et c'est valable pour la façon dont certains collègues jouent le jeu de la concurrence, par rapport au poste, par rapport comment dirais-je, au jeu de l'auto-valorisation. Moi j'ai produit telle chose, j'ai écrit tel livre, etc. J'ai écrit tel article. Alors maintenant, en plus, il y a des revues à comité scientifique qui sont avantagées dans le classement. Bon, voilà, tout ça
tout cela n'est pas sans conséquence sur la façon dont les subjectivités sont modelées, sont façonnées, sont refaçonnées, sont transformées de l'intérieur. Et c'est dans ce contexte-là que les changements auxquels je faisais allusion sont intervenus. Et vous avez des gens, par conséquent, qui ont été habitués. Il faut considérer ce que ça veut dire. C'est le cas, par exemple, au Brésil, c'est très important à prendre en considération. Les gens ont été habitués pendant au moins 30 ans, parfois pendant 40 ans, à regarder en dessous d'eux. Il faut bien considérer ce que ça veut dire. Regarder en dessous d'eux, c'est-à-dire regarder les gens qui leur sont immédiatement inférieurs ou ceux qui leur sont beaucoup plus inférieurs, et à considérer qu'il y avait là matière à ressentiment, voire à colère, parce que c'était quelque chose d'injuste. Et au Brésil, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont fait cette réflexion-là. Je me souviens, j'étais en 2016, au moment où il y a le coup d'État parlementaire, on a appelé ça comme ça, contre Dilma Rousseff, la présidente du Brésil à l'époque. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, mais oui, mais qui s'offusquaient, qui disaient, c'est pas normal que je vois ma femme de ménage fréquenter la même plage que moi, ou aller dans le même centre commercial. Et ça, il faut prendre conscience de ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, c'est pas un raisonnement, c'est une attitude, c'est une façon de regarder le monde, une façon de regarder autour d'eux. En général, d'ailleurs, le néolibéralisme n'encourage jamais à regarder vers le haut, mais plutôt à regarder vers le bas, c'est-à-dire vers les couches qui sont défavorisées en disant « mais vous n'allez pas vous plaindre, estimez-vous heureux, estimez-vous heureux ». D'où la jalousie, d'où la colère, d'où le ressentiment parfois, et il faut prendre conscience de ça quand on réfléchit à la question de l'élaboration d'une alternative. Donc c'était pour dire que la question de la démocratie se trouve posée, mais sous une forme assez inédite. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut plus continuer à répéter un certain nombre de mantras comme ça sur la démocratie représentative, précisément parce qu'il y a cette crise-là. Alors, il y a des couches dont j'ai parlé avec des traductions en termes électoraux ou politiques qui sont assez inquiétantes, mais il y a aussi ce qui a eu lieu à partir de 2011, c'est-à-dire le mouvement des places en Europe, et pas simplement en Europe, aussi aux États-Unis, à New York, dans d'autres villes, en Turquie aussi, même si on a tendance à l'oublier à cause de Erdogan aujourd'hui et de la figure d'épouvantail qu'il représente. Mais tout ça, ce sont des mouvements très importants qui ont porté une contestation très énergique de la démocratie représentative. Les Espagnols en 2011, sur la place de Madrid, c'était la démocratie. La revendication, c'était la démocratie réelle. La démocratie réelle maintenant. Bon. Ce sont des choses qui laissent des traces. Là, ça transforme, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça transforme les relations, ce qui fait qu'on a du mal à accepter ce qu'on acceptait plus facilement autrefois, concernant le rapport qu'on a avec des gens qui se disent nos représentants. Et là, en l'occurrence, ça s'est exprimé d'une manière très ouverte. Ça s'est exprimé, bon, il y a une sorte de, je ne dis pas que c'est une comète, mais vous avez eu ça, vous avez Occupy Wall Street, c'était aux États-Unis, vous avez eu bien sûr le parc Gezi et la place Taksim à Istanbul et dans d'autres grandes villes, vous avez eu debout, même malgré ses limites et tout ça, il y a eu des choses assez importantes qui ont été faites et qui allaient dans le sens justement de cette aspiration à une démocratie réelle. Alors, une démocratie réelle, il faut peut-être s'arrêter justement à cette notion-là et puis donner quelques illustrations et revenir justement à ce que j'appelais l'expérimentation des communs ou le mouvement des communs, parce qu'il me semble que c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. Et il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui qui méritent d'être interrogées, considérées, avec une attitude plus que bienveillante. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des choses qui donnent à espérer. Voilà. Il y a si peu de choses parfois qui donnent à espérer lorsqu'on regarde le monde autour de nous, qu'il faut quand même faire attention à ce qui se fait réellement, à ce qui s'expérimente réellement, et qui est susceptible justement de donner un espoir et d'aider à l'élaboration d'une alternative. Alors, démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, petite remarque sur le mot, on est tellement habitué à ce que le mot de démocratie soit réduit à une signification très simple, qui est « il y a démocratie quand les citoyens peuvent élire leurs dirigeants », point. Qu'on a perdu totalement de vue la signification qu'avait le terme à l'origine. Et il faut rappeler cette signification. En Grèce, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été l'objet d'une véritable bataille. C'est 402-403 avant Jésus-Christ que les démocrates l'emportent. Et les démocrates eux-mêmes ont peur du mot démocratie. Parce que le mot démocratie dit une victoire remportée dans une confrontation avec un ennemi. Parce que Kratos, c'est ça. Kratos, ça veut dire ça. C'est pas le pouvoir comme ça. C'est le pouvoir au sens fort
d'une force qu'on a réussi à imposer dans une confrontation avec un autre parti. Et l'autre parti, c'était le parti de ce qu'on appelait à l'époque les oligarques, un mot qu'on utilise aussi beaucoup aujourd'hui, qui est d'origine grecque comme le mot démocratie. Et l'opposition entre démocratie et oligarchie, c'était une opposition qui était très importante, quand ça a été justement expérimenté. Et les démocrates disaient non, nous on n'est pas des gens attachés à la démocratie parce que ils avaient une tendance qui était de refaire un peu toute l'histoire de la cité, par exemple si c'est une cité comme Athènes, en disant on a toujours été au fond tous d'accord. Et ils recherchaient plutôt le consensus, ils cherchaient à refouler le conflit. Et ceci pour dire qu'une démocratie qui cherche à refouler le conflit n'est pas une bonne chose. C'est même plutôt quelque chose d'assez inquiétant. Parce que c'est une démocratie qui oublie ses propres origines. C'est une démocratie qui oublie ce à quoi elle doit sa propre naissance. Et c'est une démocratie qui refoule par conséquent ce qui fait l'esprit de la véritable démocratie. Et là, en l'occurrence, l'opposition était très tranchée. Le démocrate, ou plutôt les démocrates, c'était des gens qui représentaient un parti, on disait le parti populaire, justement. Il y avait le parti des aristocrates ou des oligarques, on disait plutôt les oligarques, et puis il y avait le parti populaire. Il y avait deux camps à l'intérieur de la cité, et quand la démocratie l'a emporté, c'est le camp populaire qui l'a emporté. C'était très fort, au point que quelqu'un qui s'est interrogé, qui était un philosophe qu'on aime bien avec Christian, qui s'appelait Aristote, s'est interrogé sur la démocratie. Il a dit la démocratie, la véritable définition de la démocratie, c'était quand la masse des pauvres exerce le pouvoir souverain. Je dis bien la masse des pauvres. Il ne parlait pas de nombre, il ne parlait pas de la majorité par rapport à la minorité, non. Il définissait la démocratie en termes sociaux. Et de la même manière, quand il parlait de l'oligarchie, il ne disait pas c'était le petit nombre, simplement, ce n'est pas uniquement un critère numérique, non, c'est les gens qui sont riches. Et dans les termes grecs qu'il utilise, c'est très fort. Il y a des gens qui sont privés de ressources et de richesses, et quand ces gens-là exercent le pouvoir gouvernemental, on a une démocratie. Et il y a les gens qui sont riches, et quand ces gens-là exercent le pouvoir gouvernemental, on a affaire à une oligarchie. Voilà. Il faut rappeler ça. Il faut toujours rappeler ça, parce que ce sont des termes qui sont très vieux, très anciens, qu'on reprend, mais sans s'interroger véritablement sur leur signification. Or, ça a quelque chose à nous dire quand on cherche justement à élaborer ou à contribuer collectivement et individuellement à l'élaboration d'une alternative. Ça a quelque chose à nous dire sur la véritable démocratie. Parce que s'il y a une démocratie qui repose exclusivement sur le consensus et qui élimine le conflit, c'est une démocratie qui est condamnée, à brève échéance. Et une démocratie, en revanche, qui sait toujours se rappeler pratiquement du fait que la démocratie a été dès l'origine conflictuelle, c'est une démocratie non pas qui est promise à la disparition, mais au contraire qui est promise à une certaine durée. La démocratie a ceci comme vertu fondamentale qu'elle institutionnalise le conflit. Mais c'est en institutionnalisant le conflit qu'on évite la guerre civile. Il y a beaucoup de gens qui font comme si conflit et guerre, c'était exactement la même chose, et comme si la paix civile ne pouvait être véritablement préservée qu'en refoulant toute forme de conflictualité. Mais c'est faux. C'est faux, justement. La démocratie, les origines de la démocratie nous apprennent que c'est complètement faux, que c'est le contraire qui est vrai, que c'est le conflit, la reconnaissance du conflit, l'espace donné au conflit, qui permet à une démocratie de vivre d'une façon prolongée et justement de surmonter les conflits. Parce qu'on surmonte les conflits à ce moment-là en se mettant d'accord sur des règles. C'est justement ce dont je parlais, c'est-à-dire la co-obligation. On redéfinit les règles qui avaient éventuellement été très bénéfiques par le passé, qui se sont avérées ensuite insuffisantes, on est amené à les remettre, comment dirais-je, dans le jeu de la délibération, on s'entend sur de nouvelles règles, etc. Et c'est comme ça que la vie d'une démocratie est amenée à progresser. Et donc de ce point de vue-là, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. S'il y avait des conflits, c'est notamment parce qu'il n'y avait pas de représentants. La démocratie grecque, il y a des gouvernants, il y a des gens qui sont des délégués, en général pour un an, renouvelable ou pas, mais ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes, et on peut leur demander de rendre des comptes avant le terme de leur mandat. Je dis bien avant le terme de leur mandat. Alors il y a des langues, on ne fait pas toujours, par exemple en italien, un copain m'a dit, mais tu sais, la distinction entre délégué et représentant que tu fais, c'est une distinction, par exemple, en italien qui n'existe pas.
Donc il faut préciser à chaque fois. Et donc quand on parle de représentant, il faut donner le sens précis que j'ai donné à ce terme-là. Quelqu'un qui vient remplacer, qui vient agir et parler à la place des autres, de ceux qui le représentent. Et puis d'autre part, le délégué, dans l'histoire en tout cas française, ça a une signification, la distinction. Parce que, bon, alors, il n'est que de se rappeler de certaines expériences assez illustres, mais effectivement, quand on parle de la commune de 1871, on parle de délégué de la commune, on ne parle pas de représentant. Et si on parle de délégué, c'est parce qu'il y avait cette obligation de rendre des comptes. Et pas une obligation de rendre des comptes tous les 4 ou 5 ans, à la fin du mandat. Non, non. Une obligation de rendre des comptes qui pouvait se traduire par la révocation pure et simple. Et c'est quelque chose qu'on trouve précisément à Athènes. On trouve ça. On trouve cette idée que quelqu'un, finalement, peut être démis de ses fonctions, alors que les fonctions sont encore en cours, alors que le mandat n'est pas épuisé, parce que précisément, il y a une contestation, une critique qui s'élève sur la façon dont il a accompli son mandat. Voilà, donc c'est une idée qui est assez forte. Il y a une défiance à l'égard des représentants, au sens traditionnel du terme, qui n'exclut pas qu'il y ait des gouvernants, qui n'exclut pas qu'il y ait des délégués, mais qui, en revanche, implique un contrôle actif des mandataires sur ceux qui exercent cette responsabilité. Et ça, c'est au cœur de tout ce qui s'expérimente aujourd'hui, parce que dans tous les communs, quels qu'ils soient, on peut donner des exemples, mais il y a cette aspiration à la démocratie réelle. Il y a une aspiration à la démocratie au sens du contrôle actif exercé sur ceux à qui on confie des responsabilités. Donc il n'est plus question de dire « toi, tu vas me remplacer, et moi je vais regarder ce que tu fais, et au bout de 4 ans, je te dirai si c'est bien ou pas bien, et si c'est pas bien, je le dirai en faisant élire quelqu'un d'autre. » C'est beaucoup plus exigeant que cela, et il me semble que c'est plutôt prometteur. Alors je prends des exemples très différents. Les communs, ce qu'on appelle les communs, donc ça peut se traduire de différentes manières. Il peut y avoir des communs qui sont liés à une réalité naturelle. Ça peut être, je ne sais pas, la gestion d'une forêt, la gestion d'un parc, ça peut être des terres, comme c'est le cas pour Notre-Dame-des-Landes par exemple, puisque c'est quelque chose d'assez vaste. Et à cet égard, il y a eu une tentative de Macron, lorsqu'il a fait donner les CRS, pour obliger chacun de ceux qui essayaient d'expérimenter quelque chose de l'ordre du commun sur place, de passer sous les fourches codines, vous savez, de la propriété agricole individuelle. En demandant, vous devez présenter à la préfecture un projet agricole individuel. Et à ce moment-là, on va les sélectionner et on retiendra ceux qui sont bénéfiques de notre point de vue pour la rentabilisation du territoire ou des terres de Notre-Dame-des-Landes. Bon, fort heureusement, alors, il y a eu bien sûr une phase d'affrontement, il y a des négociations qui continuent et il y a des gens qui, d'une manière, me semble-t-il, assez déterminée et assez courageuse, continuent de défendre l'idée justement d'un projet collectif, avec quelque chose d'assez fort, me semble-t-il. Il y avait une structure dont la presse n'a que très peu parlé lorsqu'il y a eu ces affrontements-là, à Notre-Dame-des-Landes, qui s'appelle, je trouve le titre magnifique, l'Assemblée des usages. Les usages. Pas les copropriétaires, les usages, et donc les usagers de certaines terres. Et cette notion de l'usage, aujourd'hui, dans le mouvement des communs, connaît un regain de vigueur qui est très intéressant. Parce que c'est l'usage et pas la propriété. Alors je fais un petit retour en arrière. J'ai été habitué, je suppose comme beaucoup d'autres, à raisonner en termes justement de type de propriété ou d'opposition entre un type de propriété et un autre type de propriété. Dans les générations à laquelle je me rattache et dont je fais partie, on raisonnait souvent en disant propriété étatique contre propriété privée, ou bien, ça c'était pour les plus souples, propriété collective contre propriété privée, mais c'était toujours la propriété. Avec cette idée que si on n'avait pas la propriété, on n'avait pas de réel pouvoir. Il faut quand même le dire, ça fait partie des, comment dirais-je, des implicites de cette manière de raisonner. Et il me semble très intéressant et c'est à encourager positivement, il me semble très intéressant qu'aujourd'hui la question ne se pose plus dans ces termes-là. J'ai un copain que Pierre Goldberg connaît, qui s'appelle Benoît Boritz, qui a écrit un bouquin sur Au-delà de la propriété pour une économie des communs, dans laquelle il est question justement de cette façon dont l'ancienne alternative était amenée à se poser. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est la question de l'usage qui est plus importante. Même pour les semences.
Les paysans ne se disent pas « je veux la propriété des semences », je veux pouvoir avoir accès aux semences traditionnelles, parce qu'il y a là quelque chose qui doit être une ressource partagée et gérée collectivement. C'est le cas en France, mais c'est le cas pour le Brésil, les paysans, les paysans sans terre, dans beaucoup de régions d'Amérique latine. Cette question de l'usage est une question très importante, notamment dans les campagnes, et lorsqu'il s'agit aussi de la forêt, c'est la même chose. La forêt amazonienne, Bolsonaro a dit des choses très inquiétantes sur le sort qui attendait les Indiens qui essaieraient de contrecarrer les projets extractivistes qui sont les siens. Mais je crois que c'est assez important à prendre en compte. C'est pas la propriété au sens exclusif du terme, parce que le défaut de la notion de propriété, c'est que même si vous dites collective, elle est amenée à dessiner des frontières qui excluent. Parce qu'à ce moment-là, ça signifie que si vous n'êtes pas dedans, vous êtes dehors. Et donc il y a un côté, je dirais pas que toute propriété est privée, mais toute propriété est privative, au sens où elle prive ceux qui ne font pas partie du cercle étroit qui se trouve délimité comme ça a priori, elle prive les autres d'accès à un certain nombre de ressources, et notamment en termes d'usage. Là, c'est le cas. L'exemple de l'Amérique latine me vient à l'esprit, mais en France, c'est la même chose. J'ai pris l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner. Bon, ça vous montre que ce n'est pas la question de la propriété, que ça n'est pas du tout l'alternative qui est celle de la conquête du pouvoir d'État. C'est ce qu'on peut faire ici et maintenant. Et à cet égard, il y a un changement. Je n'aime pas le mot changement de paradigme, puisque ça fait assez prétentieux et que tout le monde l'utilise assez souvent pour dire à peu près n'importe quoi. Mais il y a quelque chose d'assez important. Il y a cette idée que, finalement, il faut considérer le rapport. Vous savez, le vieux rapport entre l'utopie et d'autre part la réalité ou l'expérimentation pratique. Dans l'histoire du communisme et du socialisme, il en existe plusieurs variétés, je veux dire de projets d'utopie, mais à l'époque, au XIXe siècle par exemple, il était courant d'envisager les choses de la manière suivante. On élaborait ou on échafaudait un plan idéal de société future. Il y a des gens qui étaient très forts pour faire ça. Étienne Cabet, Icari, etc., l'Icari, comme ça, voyage en Icari, description d'une société parfaite. Et puis ensuite, on faisait des expérimentations pour essayer de traduire ça dans les faits. Donc on demandait aux expérimentations de se conformer à un plan préétabli, qui en général avait surgi de l'imagination plutôt fébrile et fiévreuse de certains utopistes. Le rapport est totalement différent aujourd'hui. On parle, c'est ça qui est très important, il y a un sociologue américain qui a parlé très justement d'utopie réelle. On parle encore d'utopie concrète. Souvent on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, utopie concrète, utopie réelle? Ça veut dire que le rapport s'est inversé. Ça veut dire qu'on est amené à expérimenter ici et maintenant d'autres formes de vie, et qu'on se représente la société à venir à partir de ces expérimentations, et pas l'inverse. On ne commence pas par échafauder un grand plan de société où chaque mètre carré d'un palais communal se trouve assigné à une activité, une seule. C'est plus du tout ça. Et on est amené à vivre ici et maintenant, à expérimenter certaines choses, et souvent ce sont effectivement des formes de vie, c'est assez ambitieux. Et puis on se demande ensuite, mais quel est le visage? On met en œuvre son imagination pour essayer de se représenter ce que pourront être les relations sociales une fois qu'elles seront libérées de l'emprise du marché, de la concurrence et du pouvoir d'État au sens traditionnel du terme. Et je crois que c'est une démarche qui est plutôt encourageante. L'idée que l'expérimentation vient d'abord, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en matière de commun? Qu'est-ce qu'on peut être amené à faire à une toute petite échelle? Et dans des villages de France, ça commence par des bars coopératifs, ça commence par des recycleries, ça commence par des choses comme ça, qui sont expérimentées à une échelle très locale. Et la question ensuite, c'est la question de la coordination de toutes ces expériences, qui est, je pense, une des questions absolument fondamentales qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais c'est pour vous donner une idée de la diversité de ce qu'on appelle les communs. Une diversité extraordinaire, parce qu'il y a des communs aussi de connaissances, d'informations, sur Internet, par exemple le fonctionnement de Wikipédia, on peut bien sûr être amené à trouver des choses à redire, c'est le qu'on puisse dire, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça existe sur différents terrains, à différents niveaux, avec une idée quand même assez exigeante de la démocratie.
de la possibilité d'une contribution directe de l'individu à l'élaboration de quelque chose, voilà. D'un accent mis, si vous voulez, sur la co-délibération et la co-décision. Donc c'est pas du tout, vous savez, la démocratie, il y a des gens qui disent « Ah, la démocratie directe, c'est le plébiscite ». Non, parce que dans le plébiscite, c'est toujours celui qui organise le plébiscite qui se donne le beau rôle, c'est-à-dire qu'il y a le monopole de l'élaboration de la question. Il vous dit « Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui ou non ?» Mais c'est lui qui a élaboré la question. Et souvent, lorsqu'il y a des plébiscites, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la véritable démocratie n'est pas une démocratie plébiscitaire. La véritable démocratie n'est pas non plus une démocratie représentative, au sens où j'ai défini. Et je dirais aussi qu'il faut se méfier de tout discours qui tend à faire résider la démocratie dans une relation unilatérale d'une grande masse ou d'une grande foule avec un dirigeant. Surtout s'il est charismatique. Parce que là, ça veut dire que vous avez justement une relation qui est une relation de dépendance directe de chacun à l'égard de la même personne. Ça ne fait pas la démocratie non plus. Donc il faut prendre conscience du fait que ça implique d'abord et avant tout la coparticipation à l'élaboration, à la délibération et à la décision. Et dans la mesure où c'est possible, à la mise en œuvre et à l'application de la décision. Ce n'est pas toujours possible, mais à ce moment-là, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une exigence de contrôle actif de celui qui est amené ou de ceux qui sont amenés à exécuter, cette exigence-là doit être reçue et elle doit être honorée. Voilà. Donc c'est pour dire que, je prends un autre exemple, et puis j'arrêterai là-dessus pour pouvoir, comment dirais-je, initier la discussion, mais il y a des exemples qui sont des exemples à l'échelle municipale. De par le monde, c'est assez intéressant, il y a beaucoup de gens qui expérimentent les possibilités que donne cet échelon-là. Parce que, bon, en France c'est un peu particulier, vous avez un poids de l'État central, encore une fois, qui se manifeste par le fait que, par exemple, Macron s'autorise à couper, à tailler dans les budgets des communes, d'une façon assez allègre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous avez en général une certaine marge. Les municipalités, dans beaucoup de pays, ont une certaine marge. C'est le cas en Espagne. Et en Espagne, vous avez, depuis 2015, des expériences qui sont menées, qui sont des expériences de municipalités rebelles. Ils appellent comme ça. Il y a 5 villes. Bon. Il y a 5 villes, dont bien sûr Barcelone et Madrid, mais il y en a d'autres. Il y a Saragosse, il y a la Corogne, etc. Et ce sont des villes dans lesquelles il y a une expérience. Le terme, je crois qu'on gagnerait à utiliser pour parler de la démocratie réelle, c'est le terme d'autogouvernement. Voilà. Il y a des expériences d'autogouvernement qui sont menées avec des difficultés, avec des obstacles, souvent terribles, qui viennent des autorités centrales, qui viennent des grandes entreprises, prenons, je ne sais pas, à Barcelone, au hasard, Airbnb, voilà, qui fait de gros dégâts, c'est le moins qu'on puisse dire, au point que parfois vous avez des manifestations, je dis bien des manifestations d'anarchistes contre le tourisme. Il faut quand même imaginer ce que ça représente, parce que vous avez des quartiers entiers qui sont complètement colonisés par Airbnb, dans lesquels il n'y a plus aucun habitant qui demeure là pendant la plupart, disons, des mois de l'année. Bon, mais il y a des choses qui s'expérimentent. J'ai eu la chance d'aller au Chili récemment, et j'ai été extrêmement saisi par l'exemple de Valparaiso. C'est quand même la deuxième ville. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est la deuxième ville du Chili. C'est une ville dans laquelle il y a un jeune maire, je ne sais pas, je ne vais pas demander son âge, ça ne se fait pas, mais je lui donne à peu près 35 ans, qui a donc été élu avec une très confortable majorité, 60%, qui se revendique de l'exemple espagnol, qui a participé avec les représentants des municipalités rebelles en Espagne à une réunion internationale qui a eu lieu en 2017 à Barcelone. C'était la réunion, alors on disait ça en anglais puisque c'était la langue entre guillemets commune. Il y avait quelque chose comme 140 municipalités qui étaient représentées, dont certaines, vous voyez ce que je veux dire, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, d'autres donc espagnoles, d'autres pays. Bon, je crois qu'il y avait Grenoble aussi en France, et il y avait d'autres municipalités qui étaient là, qui étaient représentées, mais c'est quand même assez extraordinaire. 80 villes, 140 municipalités représentées, les Fearless Cities, voilà, le nom anglais, donc les cités sans peur. Et donc c'est des villes qui partagent un certain nombre de valeurs communes. L'accueil des migrants, le fait d'appuyer les expérimentations de commun,
le fait de développer donc, des expériences elles-mêmes de coopératives dans les quartiers, des coopératives d'habitation, c'est le cas particulièrement à Barcelone, mais il y a tout un travail qui est fait, et le fait de promouvoir la démocratie locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, le maire de Valparaiso m'a dit ça, des assemblées de quartier, dans la définition des politiques publiques locales, des assemblées de quartier. Et il a utilisé, je n'avais jamais réfléchi à ça, j'ai bien sûr déjà pensé à la question des quartiers, à l'échelle que représentent les quartiers, surtout dans des grandes villes comme Barcelone, qui est une ville tentaculaire, monde, etc. L'échelle de Barcelone en tant que telle est à peu près insaisissable pour un citoyen lambda. L'échelle d'un quartier, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus saisissable. Et là, assemblée de quartier, ça s'est fait donc dès 2015, quand Ada Colau a été élu à la tête de la municipalité de Barcelone. Les assemblées de quartier, parce que le maire de Valparaiso disait ça, les quartiers portent la mémoire historique d'un bout de ville. C'est une expérience qui demande à être, comment dirais-je, non seulement partagée, mais elle peut constituer une aide ou un appui pour développer et impulser de nouvelles politiques pratiques avec la participation justement qui est celle des citoyens sur le plan local. Donc assemblée de quartier, autogouvernement communal, autant d'expressions qui reviennent exactement aux mêmes, c'est-à-dire qu'ils font signe exactement dans la même direction. Exactement dans la même direction. Et vous voyez qu'on retrouve toujours la même exigence. C'est celle du commun. C'est celle du commun. La vraie démocratie, pour moi, j'aime pas trop le terme de démocratie participative, mais j'aime pas trop d'abord parce que l'expression est très galvaudée et que parfois des néolibéraux pur jus s'en saisissent, parce qu'ils sont capables de se saisir de beaucoup de choses et ils ont une capacité de récupération quasi infinie. C'est comme l'élasticité des bretelles de certains, et là ça va très très loin, très très loin. Ils sont capables de reprendre à leur compte justement des termes, on se dit tiens, ils ont évolué, etc. Mais démocratie participative, c'est souvent un hochet. C'est souvent... Alors le pire, c'est quand c'est se traduit en injonction. Vous devez participer. Et ça se retourne évidemment en son contraire. Et ça, c'est généralement ce qui se passe quand on fait de la participation un impératif adressé d'en haut à des gens qui ne participent pas. En disant, vous n'avez pas honte, vous ne participez pas, vous devrez à l'avenir participer. Et voilà, et avec moi, vous devrez participer. Bon, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. C'est vraiment... Donc, démocratie, la démocratie est dans son essence coparticipation des citoyens aux affaires publiques. Elle n'est pas participative par option. Elle est participative par essence. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas parler de démocratie participative comme si c'était un petit supplément d'âme qui permettait de revitaliser les vieilles démocraties représentatives. Non, c'est pour moi dans ces termes-là que se définit l'alternative. Voilà, donc j'en ai un peu trop dit, mais c'était pour présenter même de façon un petit peu confuse et un peu fouillie, mais tout ce qu'on peut être amené à entendre derrière le terme de commun, à la fois au singulier et au pluriel, et finalement pour essayer de comprendre ce qui est en train d'être expérimenté à différentes échelles aujourd'hui, non seulement en France, mais dans d'autres pays en Europe et de par le monde. Parce qu'encore une fois, plus on voyage et plus on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est assez, assez universel. Ce sont des expériences qui sont assez universelles, qui sont menées par des gens qui parfois, contrairement à ce que l'on dit, ne sont pas des gens qui sont avantagés socialement, qui sont souvent des gens, au contraire, assez, qui sont dans la précarité. Voilà. Les expériences de commun sont souvent menées par des gens qui sont dans la précarité, qui ne sont pas dans la sécurité de l'emploi, qui sont dans la précarité sociale. Et c'est à méditer quand on s'interroge sur la reconstruction d'une démocratie digne de ce nom. Mais c'est à peu près ce que je voulais dire concernant justement cette alternative du commun ou des communs. Voilà, merci. Bon, on peut saluer cette belle prestation. Donc il y a du grain à moudre, comme on dit. Et ben, la parole est au premier intervenant. Lançons le débat. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ouvre le porte sur le micro, non? Qui c'est qui veut le porter? Allez. C'est chaud maintenant. T'es désigné, hein? On passe directement.
Tu passes directement au deuxième. Moi, je vais dire un petit mot. Faut bien lancer. Alors, tout d'abord, merci, parce que c'était très intéressant ce que vous venez de dire. J'ai entendu plein de mots que j'adore, c'est utopie, démocratie directe, délégué révocable, hein, parce que c'est un petit côté anarchiste. Pour les expériences, ben, ça tombe bien. Je fais diffuser un film le 24 novembre qui parle de ce qui se passe dans le quartier d'Exarchia en Grèce, qui est typiquement justement des gens qui sont pas très riches, qui est de la pauvreté, parce qu'on parle que la Grèce va mieux après 10 ans d'austérité, etc., alors que c'est une véritable catastrophe, que les salaires ont baissé de 30 à 40%, qu'il y a de plus en plus de chômeurs, de pauvres, des gens qui viennent des migrants, etc. Et dans le quartier d'Exarchia, ça s'est organisé. Il y a des groupes comme Nosotros, etc., qui ont créé des lieux où on héberge, où on nourrit les gens, etc. On les habille, on les sauve de la précarité. Des ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, mais en Crète notamment. Des actions pour éviter que les gens soient expropriés. Etc. Et donc c'est le film que je diffuse le 24, je vous invite à venir à la MJC à 17h. Et voilà, donc toute cette précarité en train d'envahir le monde entier, comme vous disiez tout à l'heure, et il est urgent, et effectivement il y a plein d'expériences qui se créent. Alors en France, vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est un exemple évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont là-bas depuis plus de 10 ans déjà, qu'on voudrait exproprié, que le terrain, en fait, je dirais, il est presque à personne, hein, parce que normalement c'était fait pour faire un aéroport. Ça fait 40 ans qu'on était sur ce projet néfaste pour la collectivité, pour la nature. Et quand enfin ils ont cédé, mais derrière il a fallu qu'ils envoient les gendarmes mobiles pour tout dévaster, détruire les baraques là-bas. C'est immonde ce qu'ils ont fait. Mais là-bas, ça se reconstruit, de jour en jour, ils ont reconstruit par-dessus, et ils disent qu'à chaque fois, ils démolissent, ils reconstruisent. Et c'est cette solidarité-là qui est belle, parce que, outre le fait qu'ils ont mis des trucs en commun, mais ils ont fait aussi disparaître la chose qui est très problématique, c'est la monnaie. C'est-à-dire que là-bas, tout se passe avec du troc, les gens fournissent... qui fait du fromage de chèvre, qui fait des légumes, etc. Et en fait, il y a un grand marché là-bas qui s'appelle le marché du troc, où ils vivent comme ça, et c'est là, c'est la mise en commun. Oui, moi, d'accord, je partage, en compte énormément de choses que vous avez présentées. Je crois que les grands enjeux qui sont aujourd'hui partent effectivement du terrain, de ce que vivent les gens, mais aussi nous déportent automatiquement, parce que la clé, la solution, elle doit aussi passer par là, par cette gestion des communs à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que la civilisation humaine va dans le mur si effectivement l'hégémonie des masses, au sens de Gramsci, l'hégémonie des masses ne prend pas le vrai pouvoir, c'est-à-dire n'exerce pas cette démocratie nécessaire parce que c'est de l'humanité dont il s'agit. Et quand se pose la question à Notre-Dame-des-Landes, quand se pose la question de la culture bio. C'est pas simplement parce que c'est mieux, parce que c'est vertueux, c'est parce que aussi, et ça implique une autre organisation, d'autres pouvoirs que les grandes entreprises commerciales et capitalistes. Ça implique d'autres organisations pour faire du vertueux. Donc ça pose la question de, à l'échelle internationale comme au plan local, ça pose la question effectivement de l'entrée en jeu du peuple
de l'entrée en jeu de tous ces gens qui ont intérêt à gérer le commun, ou à gérer les communs. Et ça vaut pour l'eau, ça vaut pour notre santé, ça vaut pour notre sécurité sociale. Et c'est en ça qu'on voit les limites quand on passe par le pouvoir d'État, quand on passe par des structures qui sont directement dépendantes d'un pouvoir d'État avec cette règle de délégation, et qui va même, enfin de dédélégation même. Hein, nos entreprises publiques gérées comme la Sécu à la Libération, gérées par les salariés eux-mêmes. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et la vocation n'est plus la même. Ça vaut pour la SNCF, etc. Donc comment remettre au centre des préoccupations et de la compréhension, parce que ça amène la cohérence de la vision du monde pour les gens. Comprendre les nœuds et les contradictions qui se jouent à l'échelle très concrète des batailles, des communs sur le terrain, comment ça amène à comprendre le monde et à comprendre que ces contradictions, elles existent aussi à l'échelle internationale, et ça vaut pour les migrants. On fera avec les migrants et on résoudra les problèmes à la fois dans leur pays et à la fois chez nous, si on comprend ces enjeux-là, et si on les accepte aujourd'hui, et si on est militant d'accueil aujourd'hui. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre, et je pense que, effectivement, tous les exemples montrent que ces questions-là émergent. C'est-à-dire que le libéralisme est en crise, il est en difficulté, pas au sens où il va tomber demain matin, hein, c'est la contradiction, voilà, mais on sent bien que ça pousse. Hein, les geysers, on est comme en Islande, quoi, ça vient. Et alors là, voilà, comment aider effectivement à monter les réseaux, à faire comprendre et à montrer la cohérence de cette affaire au plan de nos territoires comme au plan du monde et de notre planète. Voilà. Attends, je remette un peu. Tu veux que je te filme? C'est bon, c'est bon. Non, je voulais revenir un peu. Bon, moi je suis d'accord avec ce dit Guillaume. Dans l'Allier, il y a un certain nombre d'exemples qui sont basés sur ces questions-là. Moi je les appelle des déjà là, en fait, du monde qui vient. Tu as parlé des recycleries. Bon, à Bézenay, il y a une recyclerie déjà depuis 3-4 ans et qui marche tout à fait bien. Et justement, encore à Bézenay, il y avait les copains avaient dit qu'ils viendraient peut-être ce soir, mais ils avaient justement l'assemblée générale de l'association qui s'est occupée de sauver l'épicerie de Bézenay. Et ils ont fait une association qui a donc lancé tout un processus demandant aux habitants ce qu'ils voulaient pour l'épicerie, etc. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Je n'avais pas trouvé le temps d'y aller avant, j'y suis allé hier, mais c'est extraordinaire. Ils sont toute une équipe à mener ça, avec des bénévoles qui viennent pour gérer l'épicerie. Ils ont même embauché, allié même volontaire sans doute, l'ancienne épicière, à qui ils ont racheté le fonds et le stock. Et ils font de l'épicerie en vrac, notamment, c'est-à-dire avec la question des emballages, etc. De l'épicerie bio. Et on disait au départ, c'était une épicerie qui avait surtout des produits casino. Et on se disait au départ, mais est-ce que les gens ne vont pas être habitués à prendre ces produits-là, et est-ce qu'ils vont accepter de prendre du bio, etc. Mais ça marche. Les produits en vrac, par exemple, qui étaient, tous les bacs étaient vides hier. Donc ça marche du tonnerre de Dieu. Et le fonctionnement collectif, comme ça, est aussi quelque chose d'intéressant. Un autre aspect que je voudrais citer ici, il y a un des membres de l'atelier qui s'en occupe, c'est la monnaie locale.
la monnaie locale, le Soudici, qui s'est mis en place dans l'Allier, là aussi par une association qui a travaillé assez lentement, à l'idée de travailler assez lentement, mais essayant justement de mobiliser des gens pour construire cette monnaie locale. Bon, et ça marche pas mal. Et justement, les relations, on parlait des relations entre ces déjà-là, eh bien, il y a des relations entre l'épicerie de Besnay et la monnaie locale, la monnaie, le Soudici. Donc, il y a un certain nombre d'exemples comme ça, et puis il y en a peut-être d'autres dans l'Allier, parce que l'autre jour dans la montagne, il y a eu tout un article sur cette épicerie de Besnay, la une et 2 pages intérieures, et je crois que c'était le même numéro où le lendemain, il semblerait qu'il y ait un autre café associatif qui s'est créé aussi quelque part dans l'Allier. Mais il y en a peut-être plein d'autres. Et justement, la question qui se pose maintenant, c'est un peu de coordonner tous ces éléments pour les faire s'établir en réseau, comme tu disais. Oui. Merci, bonsoir. C'était très intéressant sur notamment la démocratie, sur les institutions, sur le poids des institutions de l'État central, c'est-à-dire qu'on change, il y a une alternance, mais en réalité les choses ne changent pas. D'où l'intérêt, et vous l'avez dit, qu'il y avait des expériences en Europe qui se passaient, comme celle de la France Insoumise, ou d'autres, de Podemos, qui veulent, il faut changer, par exemple, dans un pays comme la France, il faut changer la Constitution, et l'idée d'une constituante qui s'est revue, alors après, on peut partager, pas partager, mais cette idée-là de tirer au sort des citoyens en même temps avec des gens élus, ça c'est une idée qui est novatrice, quoi qu'on en pense, et qu'il faut tester, parce que c'est vrai que le poids des institutions, le poids de la Constitution est extrêmement important, et c'est ce qui ensuite donne là pour tout. Ce qui est intéressant sur ce que vous avez dit aussi sur la démocratie, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, je vois Mireille à côté de moi, on tombe souvent sur des élus locaux qui vous expliquent « Ah non, mais moi je ne fais pas de politique. Ah bon, tu ne fais pas de politique, tu es maire, tu es conseiller général et tout, mais tu ne fais pas de politique. » Et là, il y a un système un petit peu, effectivement, aujourd'hui, d'oligarchie, c'est-à-dire que c'est toujours les dominants qui ont le pouvoir, et on a un peu oublié, en plus, là-dedans, la notion de combat politique, parce que vous l'avez rappelé, la politique, c'est un combat qui est noble, c'est un combat pour porter la vie de la cité, donc forcément, dans un combat, il y a un clivage. À un moment, et ce clivage, aujourd'hui, on aurait tendance à vouloir un petit peu tout aseptiser dans la société d'aujourd'hui. Dernier point, c'est sur les expériences de solidarité entre les gens. C'est vrai qu'on regarde un petit peu, et vous l'avez parlé au niveau des précaires, mais même pas que, c'est vrai que les gens quand même mettent en place, Gérard a parlé comme par exemple l'épicerie de Besnay, donc sur des formes associatives, mais même dans des gestes du quotidien. Vous prenez par exemple des enfants qui ont du foot, les parents vont se relayer selon les semaines pour emmener les enfants au foot. C'est déjà une mise en commun à la base. Dans les systèmes, effectivement, les gens qui sont un petit peu dans la galère, ils ont des systèmes de solidarité. Ils s'entraînent entre eux. Tu m'invites à manger, je t'invite à manger. Enfin voilà, tu sais ce que tu vas donner à l'autre, il va te le rendre dans le cadre d'un échange pour aider, pour s'aider à avancer dans la vie. Et ce que vous avez dit aussi sur l'expérience des municipalités rebelles et de redonner le pouvoir aux gens, et justement de redonner aussi le pouvoir aux gens qu'on n'entend pas, qu'on refuse d'entendre, et qui sont en fait effectivement la force et l'avenir, et ça c'est extrêmement important, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir, et notamment pour nous, parce que je pense qu'on passera par là, parce que si on ne passe pas par là, ça sera des expériences comme on a dit. Voilà. Merci. Peut-être des réponses dans votre... des commentaires. Alors, il y a tellement de commentaires. Il y a des jugements, il y a des comptes rendus d'expérience. Ça fait beaucoup. Donc, je veux dire par là que je ne me sens pas obligé à chaque fois de prendre chacune des interventions l'une après l'autre pour relever ce qui, éventuellement, du point de vue auquel je me suis situé, peut être éclairant. Je veux dire par là, prenons l'exemple de la Grèce. Ce que vous avez dit est très important, parce que c'est un pays qui a été touché
de façon extrêmement sévère par des plans d'austérité successifs menés à l'initiative de la... beaucoup plus violent que nous. Oui. Ça s'est fait d'un Alors, seul coup. on dit qu'il y a quelque chose comme 38% des Grecs qui sont à la limite du seuil de pauvreté aujourd'hui. 38%. Il faut imaginer ce que ça représente. Ça, c'est le résultat de la mise en œuvre des plans répétés d'austérité sous l'égide de la Troïka. Et je crois que c'est en effet quelque chose d'assez terrible. Mais en même temps, justement, il n'y a pas matière à désespérance parce que lorsque ça a commencé, et même avant que ça ne commence, sur les ruines de l'État social en Grèce, il y a une floraison d'initiatives et d'expériences qui se sont développées, pas simplement des coopératives, des usines récupérées par des salariés. Bon, il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Biomé, parce que c'est une usine qui a refabriqué, a réorienté complètement sa production, qui ne s'est pas contentée uniquement de reprendre la direction de l'entreprise abandonnée par le patron, mais qui a réorienté la production à la suite d'un débat interne. Donc c'est intéressant sur les finalités sociales, une entreprise récupérée par les ouvriers. Mais il y a d'autres, il y a des dispensaires médicaux en particulier. Je pensais à ça parce que j'ai beaucoup d'amis psychiatres. Et il faut imaginer le désastre que représente le délabrement des services hospitaliers en matière de psychiatrie dans un pays comme la Grèce. Et il faut quand même saluer, enfin c'est plus que saluer, il faut vraiment considérer avec beaucoup d'attention cet exemple-là, celui des dispensaires médicaux qui ont été montés de toutes pièces par des médecins qui venaient travailler bénévolement à la fin de leur journée de travail. Et ça a été notamment le cas, et c'est encore le cas, dans ce qui s'appelle le service de la santé mentale démocratique. C'est lié à toutes ces expérimentations dont vous avez parlé. Et c'est assez important, parce que quand on regarde uniquement l'histoire de la Grèce du point de vue de son gouvernement, depuis 2015, là, en revanche, on a de quoi être assez désespéré. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont choisi de s'enfermer dans une relation de face à face directe avec les institutions européennes, les bailleurs de fonds, le FMI, etc. Et que le résultat a été précisément ce que l'on a vu, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient finalement amenés à mettre en place de façon plus ou moins zélée les plans d'austérité. Donc je crois que c'est du point de vue, c'est de l'intérieur même des forces de la société grecque qui a une capacité assez extraordinaire, pas simplement de résistance, mais d'inventivité collective. Et que ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai été très frappé parce que les copains que j'ai en psychiatrie m'ont raconté de la manière dont ils s'étaient débrouillés, dont ils se débrouillent chaque jour pour inventer des solutions alternatives. Alors que l'État est quasiment, enfin, qu'il est défaillant, qu'il n'est plus là, qu'il est absent, entièrement absent dans certains secteurs. Et je crois que c'est une leçon. Ça, c'est une leçon tout à fait extraordinaire. Bon, c'était une remarque à propos de ce que vous avez dit, et ça me paraît étonnant, mais qu'on n'en parle pas plus souvent, parce qu'on parle de la Grèce uniquement de façon assez négative, en disant, voilà, il y a d'un côté les fascistes d'Aube dorée, de l'autre côté il y a l'expérience de Tsipras qui avait toutes les pilules que l'Europe lui demandait d'avaler, il fait passer la potion amère, mais tout ça, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais répercuter. Pour compléter, il faut savoir que la moyenne des salaires là-bas a baissé de 30 à 40%, que les gens n'ont plus de quoi se soigner, que la mortalité infantile a augmenté ces dernières années, que les femmes accouchent devant les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer la partie etc. C'est une véritable catastrophe sanitaire et sociale. Et donc, nous, grâce au film que je diffuse, il y a une solidarité internationale qui s'est faite, avec une association qui s'appelle Anopos, qui est dans le Lot, et où on envoie des convois solidaires tous les ans, chargés de vivres, de fringues, même de jouets pour les gamins. On a des convois énormes qui passent par l'Italie. Alors, on a peur, parce que ce qui est forcément avec Salvini, on a un petit peu peur d'être bloqué maintenant dans ce pays-là, parce que c'est des milliers de kilomètres entre l'Italie et après on prend les ferries en Sicile, etc. Tout. Mais maintenant, avec Salvini au pouvoir, on ne sait pas comment ça va se finir. Tout ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui mérite d'être encouragé. J'ai un copain qui, à Toulouse, fait exactement la même chose, c'est-à-dire organise des convois comme ça d'aide à la Grèce, qui est grec lui-même. Voilà.
Ah oui, c'est Yanis Loulouta, des fois. Non, il s'appelle Zachariou. Georges Non, Zachariou. mais je pense qu'il doit se reconnaître. Peut-être. Travailler peut-être dans des réseaux qui sont ses voisins, disons. C'est probable. Bon, en tout cas, ce que vous avez dit aussi sur Notre-Dame-des-Landes, c'est important parce que vous avez... C'était Vinci et l'État. C'était un exemple, entre guillemets, de partenariat public-privé, puisque c'est une formule que beaucoup de gens ont à la bouche. Et donc, il faut quand même relever que la réaction de Macron, ça a mis à nu d'une façon assez violente, à travers la violence de la réaction des CRS, ça a mis à nu le caractère de l'État en tant qu'État propriétaire. C'est pas simplement l'État qui garantit la propriété des particuliers, c'est l'État propriétaire, c'est l'État qui est animé par une logique propriétaire, tellement propriétaire que justement il ne peut pas comprendre les alternatives de ceux qui ne raisonnent pas en termes de propriété. Et ça, je crois que c'est assez éclairant, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Sur ce que vous avez dit très rapidement sur la question du défi planétaire, oui, bien sûr, c'est évident. Mais à cet égard, je ne crois pas qu'il y ait, comment dirais-je, de concurrence entre le local et le global. Il y a une nécessité qui est de poser les problèmes qui sont traités pratiquement à l'échelle locale à une échelle qui, cette fois-ci, est globale. Et c'est même quelque chose comment dirais-je, de terrible quand on constate ce dont la conférence de Paris a accouché. Vous vous souvenez peut-être qu'on a présenté ça comme étant une fantastique victoire de la cause climatique, parce que les États s'étaient entendus à l'unanimité pour voter une résolution dans laquelle il n'était même pas fait mention de la différence entre énergie fossile et énergie renouvelable. Même pas cette mention-là, parce que ça aurait été plu à certains États dont on se demande s'ils auraient, à partir de ce moment-là, accepté de signer la déclaration finale. Mais c'est quand même quelque chose de terrible, parce que normalement, le climat, c'est le commun par excellence. Ce devrait être reconnu comme étant le commun par excellence. Là, je reviens du sud de l'Amérique latine, il y a une réserve d'eau potable, qui est la 3e réserve d'eau potable du monde, qui se trouve à la jonction entre 4 pays, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil. Ça s'appelle l'aquifère Guarani, du nom des Indiens qui ont été massacrés, notamment de tristement célèbres guerres menées par le Brésil et l'Argentine contre justement le Paraguay à une certaine époque, à la fin du XIXe siècle. Mais l'aquifère Guarani, c'est une des réserves d'eau les plus extraordinaires du monde. Il y a, malheureusement, parce que c'est la logique interétatique qui prévaut, donc c'est les intérêts des différents États, donc il y a les intérêts des 4 États, et il y a aujourd'hui une espèce de course qui est complètement suicidaire et désastreuse, qui est terrible, qui consiste à essayer de céder, ça a commencé, à des entreprises de fabrication de la pâte à papier, un droit sur le pompage de la réserve d'eau. Il y a une entreprise qui s'est installée, finlandaise, qui a commencé à organiser cela à son propre profit, et tout ça va avec un discours sur les vertus de l'eucalyptus, parce que évidemment on est obligé de déboiser autour, mais on replante de l'eucalyptus, et vous connaissez la fameuse... il faut quand même jamais oublier ça, je sais qu'elle est en train de essaie de se refaire une virginité politique, mais c'était quand même Ségolène Royal qui avait utilisé cette formule-là. C'était, vous savez, si on ne peut pas, alors je ne sais pas, c'était un diminuendo comme ça, à la fin c'était compenser. Réduire, mais si on ne peut pas réduire, il faut compenser. Alors comment on compense ? On détruit peut-être, par exemple, je ne sais pas moi, une région entière, une partie de la forêt amazonienne, mais on replante des eucalyptus à un autre endroit, le cas échéant même à des centaines de kilomètres ou à des milliers de kilomètres de là, et ça s'appelle la compensation. Voilà. Empêcher, réduire, empêcher, réduire, compenser. ERC. C'était un acronyme. Vous savez que la langue de bois qui est celle de tous ces ministères, justement, consiste à développer de tels acronymes. Bon, ça, c'est exactement le type de logique qui se met en place. Et ça se met en place à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent de cette manière-là. Il y a une entreprise brésilienne dont je doute fort, Vale, dont je doute fort qu'elle soit bridée, que ses appétits soient bridés par Bolsonaro, et qui fait la même chose avec des parties entières de la forêt amazonienne. Donc là aussi, c'est très... Mais ça pose la question du commun d'une façon très urgente. Parce que là, le commun, ça concerne 4 pays. Et si on accepte, en tout cas, que les populations soient les premières concernées,
on devrait pouvoir normalement assurer une sorte, j'aime pas ce mot-là, hein, mais de gouvernance régionale qui impliquerait directement la participation de ces populations. C'est pas le cas. Pour compléter et illustrer, il y a quelques semaines à Tronchet, il y a eu un grand rassemblement national par rapport à la gestion de la forêt, hein, symbolique, 1500 personnes, etc. Donc, qui montre que là aussi, un bien commun menacé par. Il y a l'Amazonie qui a une autre dimension, mais chez nous aussi, la gestion des forêts est menacée. Je donne un autre exemple, c'est les barrages, hein, qui, sous injonction de l'Europe, pour bon nombre, peuvent et vont être privatisés. C'est-à-dire que la gestion de l'eau va véritablement poser problème aux populations. Et donc voilà, on a un bien commun à gérer, à réinventer des gestions, des appropriations collectives ou de masse, je ne sais pas quel terme il faut qu'on a, mais de ce bien commun qui est essentiel. Et quand on parle d'énergie alternative, de plus en plus, bon, la sortie du nucléaire, j'y crois et je m'y ai pour, mais de plus en plus, ça va être des productions locales ou même individuelles. Il va falloir repenser des réseaux et repenser des gestions de réseaux par les populations elles-mêmes. Donc chaque problème pose à la fois les modes de production, les modes de mise en place et d'accès, et en même temps la démocratie. Qui décide? Comment on décide? Pourquoi on décide? Non, mais ça me semble tout à fait juste. Enfin, c'est le problème de ce qu'on appelle la coordination démocratique et pas celui de la centralisation. Parce qu'à cet égard, on a vécu, il y a un passif assez lourd. On a été habitué, là aussi, à penser immédiatement des relations en termes de centralisation. Alors là, c'est quelque chose, justement, qui n'est plus acceptable. Et les gens ne se posent pas du tout la question de ces termes-là. Ils se posent la question dans les termes de lien, de renforcement de liens, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle plus vaste éventuellement. Mais c'est comme ça que ça se pose, et ça me paraît tout à fait salutaire. Alors on prenait l'exemple, on avait parlé de la question de l'eau à Cochabamba en Bolivie, où c'était une multinationale bien française, hein, soit dit en passant, qui avait essayé d'imposer à un moment donné à des paysans et à des gens qui habitaient en périphérie des grandes villes le paiement de l'eau, alors qu'ils avaient la possibilité de récolter l'eau de pluie gratuitement. Donc c'était destiné à leur faire payer. Donc la question de l'eau concentre beaucoup de choses. Et depuis plusieurs années, là c'est 2003, vous avez eu ce qui s'est passé. Il faut effectivement mettre tous ces exemples-là en résonance. Vous avez vu ce qui s'est passé à Naples, et ce qui continue de se passer à Naples, où là c'est assez terrible, parce que les enjeux sont, comme dans toute grande ville de ce type-là, extrêmement urgents et importants. Vous avez une remunicipalisation des services hydriques, remunicipalisation qui s'est passée de manière très différente de celle de Paris. Parce que Paris, c'est... Bon, Anne Lestrade, qui est une physicienne qui est spécialiste de l'eau, a bien étudié ça et a joué son rôle, mais en même temps, dans la municipalité, alors, je ne sais plus exactement de qui il s'agissait, mais on met en place, ça c'est une manie assez française, des structures par en haut, et on demande aux gens de s'y rallier. Et après, on est très surpris. La personne ne vient. C'est curieux. L'approche qui a été tentée à Naples, c'est une approche très différente. Vous avez eu en 2011, c'était encore sous Berlusconi, un référendum extraordinaire, puisque Berlusconi avait fait une sorte de package comme ça, où il avait mêlé quatre items, je crois, dans un référendum, en demandant aux Italiens de se prononcer dessus. Et il y avait dedans la question de l'eau, glissée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pour la privatisation de l'eau? Ou est-ce que vous êtes contre, etc. Et il ne s'est pas du tout attendu à ça, mais il y a 27 millions d'Italiens qui ont voté contre. Et qui ont voté pour que l'eau soit reconnue comme un commun. Et immédiatement à partir de là, donc le maire de Naples a été un des premiers, il s'est emparé du résultat. C'est quand même un vote populaire sans discussion aucune. Et il a essayé, avec des associations écologistes locales, avec des gens qui étaient des experts, pas de raison pour que les experts soient exclus, il a tâché de monter une structure qui s'appelle ABC, Acqua Bene Comune, donc l'eau bien commune. Et c'est une structure
qui a beaucoup d'imperfections, bien sûr, hein, parfois même de faiblesses, qui bute sur des obstacles assez considérables, mais c'est une structure qui permet aux citoyens lambda d'intervenir dans la discussion et dans la délibération. Donc les associations environnementales, les travailleurs et les salariés, bien sûr, de la mairie eux-mêmes, la mairie elle-même, mais aussi d'autres intervenants, d'autres acteurs, et tout ça devant se faire précisément pour améliorer le service municipal de la gestion de l'eau. Et ce sont là aussi, c'est intéressant, des choses qui sont très, comment dirais-je, travaillées par les villes sans peur dont j'ai parlé. C'est-à-dire que là aussi, on retrouve au centre des valeurs qui sont partagées par ces différentes municipalités cette question de l'eau, cette question de la gestion de l'eau, cette question de la remunicipalisation de l'eau. Pas l'étatisation de l'eau, la remunicipalisation de l'eau. Là aussi, parce que la préoccupation, c'est celle de la démocratie locale. Même s'il y a ensuite une question de lien ou de relation ou de réseau entre ces différentes villes. Donc voilà, je suis tout à fait, pour dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, bonsoir. Je voudrais reprendre la question de l'énergie. Voilà, et vous venez de parler de l'eau. Prenons le périmètre de la France et imaginons, comme ça a été dit, on arrête le nucléaire et chacun fait son énergie locale. Ça veut dire que dans des territoires, vous avez de l'hydroélectrique, dans des territoires, vous avez du vent, dans d'autres territoires, un peu de géothermie, puis dans d'autres, il n'y a rien. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure est le même, quel que soit l'endroit où on se trouve, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne et d'autres pays. Comment articuler donc le local, c'est-à-dire on remunicipalise, on s'organise localement pour produire de l'énergie? Moi, ça me pose un problème que des gens soient différents, parce qu'on est dans ce problème, donc, au niveau de la solidarité plus, disons, nationale. Je trouve intéressant que chacun, ici en France, ait le même prix du kilowattheure. Si nous démembrons tout ça, nous arrivons à des situations très hétérogènes. Et en termes de solidarité, voilà. Donc je me dis, bien sûr, on va produire local, mais on installe une compétition, donc. Alors, comment réfléchir cette question pour à la fois, oui, produire d'autres types d'énergie, bien évidemment, mais pour que sur le territoire national, on puisse harmoniser. Je prends ce thème, mais il y en a d'autres, évidemment, sans doute beaucoup d'autres que vous allez nous trouver, et l'eau, par exemple. C'est une question d'articulation entre ce qui est très local et ce qui est plus global. La deuxième question, mais ça c'est une petite question à part, que pensez-vous de l'utilisation du mot populisme aujourd'hui en France? J'avais déjà personnellement une petite analyse sur la douloureuse évolution des partis politiques en France, sans exception. À vous écouter, on comprend très bien que tous les partis politiques, et je respecte, sans exception, se sont calés sur la démocratie telle qu'elle est vécue par les néolibéraux. C'est-à-dire un fonctionnement de sommet, on vous propose, mais il faut que ça remonte, etc. Donc c'est une gravité. Donc ça nourrit la désespérance, le désintérêt vis-à-vis des partis politiques, souvent aussi des syndicats. Mais il y a aussi beaucoup, à mon sens, de raisons d'espérance. J'ai été frappé par deux lectures de cette semaine. La première, 25% des productions agricoles sont commercialisées directement du producteur au consommateur. On oublie un peu des réalités. On voit petitement le marché ici, là, devant Athanor, mais à mes yeux, c'est considérable de pouvoir dire aujourd'hui 25% de la production agricole, c'est directement. Ce n'est pas les intermarchés, ce n'est pas les hypermarchés, ce n'est pas ceux qui s'en mettent, passez-moi l'expression, plein les fouilles, c'est direct. La deuxième, c'est l'exemple, je lis un livre sur la Bolivie, et notamment l'exposé du vice-président, vous allez m'aider, l'INERA, je crois, et qui explique ceci.
j'ai voulu vous parler de cet exemple parce que ce soir, je me disais, mais peut-être que tous nous disons, malgré tout l'échantillon des déjà là, mais c'est peut-être pas suffisant face à l'emprise, au poids que j'appelle moi le capitalisme. Il semble que si. En Bolivie, l'INERA, vice-président donc de la République, et je vous le dis pas son importance, mais ce que je vais dire, membre du Parti communiste chilien, explique qu'avant la révolution bolivarienne, les partis politiques étaient discrédités, les syndicats étaient discrédités, pratiquement plus d'audience, le même fonctionnement que chez nous. Donc le peuple bolivien pouvait être nourri d'une très très grande désespérance. Vient donc le projet par une dictature, à l'époque c'était une dictature, je résume en un mot, de privatiser l'eau. C'est parti des gens eux-mêmes qui ont dit mais c'est pas possible, c'est atteinte à un bien commun, mais atteinte à notre vie, à notre pouvoir d'achat, à nos facultés de pouvoir vivre dignement. Et petit à petit se sont créés des comités citoyens pour dire jamais on n'acceptera. Et ça s'est développé. Vous aviez raison, l'eau est un problème extrêmement sensible, mais là ça a montré avec une force considérable. Les partis politiques et les syndicats que je vais appeler de progressistes ont été appelés à se dire mais que se passe-t-il? À revoir de fond en comble leur fonctionnement, à s'adjoindre au mouvement qui a conduit à la victoire, et le groupe français a été mis dehors sous la dictature. C'est vous dire le poids d'un peuple quand il se met en mouvement. Si on s'en était arrêté là, il n'y aurait jamais eu la révolution. Ils se sont dit après, les mêmes comités citoyens, mais l'école, ça doit être l'école pour tous, ce qui n'était pas le cas chez eux. Et ils ont mené une deuxième bataille. Je passe, il y a eu d'autres exemples, élections, et comment s'appelle-t-il, le président Morales, brillamment élu. Je pense que ça, c'est des raisons d'espérance. On pourrait, dans le monde, trouver d'autres exemples. On pourrait chez nous trouver d'autres exemples que celui que j'ai cité pour l'agriculture, et on verrait que, certes, nous sommes dans une situation extraordinairement préoccupante, mais quand même que l'abstention, l'absence aux manifestations, toute une série de manifestations qui disent il y a du renoncement, du chacun pour soi, etc. Non. Il y a en réalité, rappelez-vous, je le dis souvent, le référendum de 2005, où tous les partis politiques, excepté deux, disent il faut voter oui, et les Français votent non majoritairement. Il y a donc du ressort. Et pour peu que nous développions ce que nous avons dit ce soir, c'est-à-dire que nous-mêmes, les citoyens, nous prenions les choses en main dans le contexte que vous avez expliqué, je crois qu'on peut, je ne parle pas d'échéance ni rien du tout, mais on peut nourrir l'espérance que si nous faisons vraiment cela, on peut avancer. Il était question tout à l'heure de l'austérité en Grèce. Bon, un peu quelques déçus parce qu'on avait des grands espoirs avec l'arrivée d'un président ou d'un premier ministre, je ne sais pas, très à gauche, mais qui a subi tout ce qu'on sait par rapport aux élites, entre guillemets, européennes, notamment la Troïka d'ailleurs. Donc, à ça, il y a une expérience aujourd'hui qui se passe au Portugal, où le gouvernement désobéit à l'Europe et que l'austérité est en train de régresser. Donc c'est un gouvernement de gauche. C'est quand même intéressant. Ce qui veut dire que ce que Mme Thatcher expliquait à l'époque, il n'y a pas d'autre voie possible, etc. Ce qu'on nous explique aujourd'hui avec Macron, Merkel et tout ça, il n'y a pas d'autre voie possible que ce système-là et d'imposer une certaine austérité pour s'en sortir. D'abord, on s'aperçoit, en France, que l'austérité qui existe, parce qu'il y a quand même 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté en France. Ça, on n'est pas, donc, on s'aperçoit que l'austérité, ça ne règle aucun problème. Ça fait 40 ans qu'on nous explique la même chose. Et que dans les pays où on fait une autre expérience, eh bien, il y a des choses qui évoluent.
Moi, c'est ça que je voulais dire. Alors, après, par rapport au Parlement, alors moi, je ne sais plus qui c'est qui est venu ici nous dire un jour qu'on a institué l'Assemblée nationale et tout ça parce qu'on ne voulait plus de révolution dans le pays. Et que c'était de la délégation de pouvoir. Mais voilà. Alors, on en crève de ça, quoi. Parce que, enfin, on a l'exemple qu'on a une députée dans notre circonscription qui est complètement transparente, qui rend compte de rien du tout, qui se permet de faire des interventions, elle se fait rentrer dedans. Alors, après, moi, je ne suis pas un chasseur, mais la chasse, moi, je me souviens qu'on m'a expliqué un jour que la chasse, c'était quand même un acquis de la Révolution, parce qu'avant, il n'y avait que les grands seigneurs qui pouvaient chasser. Et si maintenant il chassait sur les terres du grand seigneur, il risquait même sa vie. Donc, après, je ne suis pas pour qu'on tire n'importe comment et n'importe où, mais il ne faut pas dire n'importe quoi sur la chasse. Parce qu'il y a une certaine forme d'écologie aussi dans la chasse. Parce que si on ne chasse plus, on n'aura plus de culture. Hein, parce que les sangliers, les cerfs et tout ça, ils vont venir tout bouffer. Hein, bon, ouais. Et les lapins aussi, d'ailleurs, dans les jardins. Donc, voilà. Non, mais voilà, la députée qu'on a aujourd'hui dans cette circonscription, elle ne rend compte de rien du tout. Enfin, je ne sais pas, elle a fait des promesses aux cheminots, je ne sais pas où c'en est, mais je veux dire, bon, elle n'a rien promis, mais elle a bien fait de s'abstenir. Donc voilà, mais c'est un exemple, hein, je ne veux pas faire un rôle sur elle, mais c'est un exemple. Quand on voit tous ces gens à la solde de Macron, qui sont des godillots à l'Assemblée nationale, il y en a combien? 70 qui ont voté contre l'aide aux aidants des handicapés. Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, moi, je suis pour... effectivement, les gens sont délégués, et si le peuple n'est pas d'accord, ou la population, dans les circonscriptions, n'est pas d'accord avec son député, hop, on le dégage. Et on en met un autre à la place. Voilà. Allez, vous voulez intervenir? Ça va. Ah oui. Oui, deux petites choses d'abord et ensuite plus large. Sur l'eucalyptus. Au Pérou, j'ai visité le Pérou, l'eucalyptus est considéré comme du chien-dent pour un jardinier. On confisque les terres, elles ne sont plus cultivables. L'eucalyptus a tendance à s'étendre et à rendre beaucoup de terrains incultivables. Deuxième chose, sur la privatisation des barrages hydroélectriques, je suis cette question de près, étant un ancien de la maison. Il faut savoir qu'on envisage de vendre les 150 plus grosses retenues hydroélectriques. EDF, on lui permet de faire une proposition, mais à condition que son offre ne dépasse pas les 60% de la valeur de l'ouvrage. C'est une guerre contre le service public. Sur la délégation, ça suppose, entre le délégué et la population, une discussion, un dialogue, une communication organisée, non pas constante, mais suivie. Si ça se fait correctement, et il faut que ça se fasse correctement, ça permet au système de durer. Mais ça ne peut durer qu'à condition que l'on valorise les innovations. Il faut toujours respecter les idées, les améliorer, mais jamais les diminuer, quoi. Il faut que ce soit la force de l'expression qui permette de rendre cette délégation forte. Pour moi, ça me semble assez essentiel. Voilà.
juste ajouter une chose. On a parlé beaucoup de l'eau. Moi, j'estime que tout ce qui est réseau public, réseau de l'eau, réseau de l'énergie, le réseau routier, le réseau ferroviaire, le réseau de la téléphonie, tous ces réseaux appartiennent à la nation, ou appartenaient à la nation, certains ayant été privatisés. Pour tous ces réseaux-là, il n'y a pas le problème de la propriété, puisque par définition, ils appartiennent à la nation. C'est uniquement la mauvaise gestion qu'on en fait qui fait qu'on prive les gens de l'usage de ces réseaux. Et donc là, ça nécessiterait la mise en commun des gestionnaires, des organisateurs pour permettre un usage satisfaisant. Vous aviez une remarque à faire sur la question de réseau? C'est la même question. Il y a une autre question qui est le populisme. Oui. Oui. Alors, deux questions différentes, même si elles sont reliées, mais deux questions différentes. La première question sur les réseaux, alors au sens réseau électrique, réseau ferroviaire, réseau ceci. Bon. Question tout à fait importante aujourd'hui, notamment celle des transports publics, puisqu'on sait que dans la situation actuelle, la question de la fiscalité écologique telle qu'elle est posée par le gouvernement Macron tourne au désastre, évidemment, mais ça ne veut pas dire que la question de la fiscalité écologique n'est pas du tout une question. Et ça veut dire qu'on doit en faire l'objet d'un débat démocratique, parce que jusqu'à nouvel ordre, même si on réfléchit à la question de l'impôt, l'impôt devrait être un commun, et devrait être géré comme un commun. À l'époque de la Révolution française, lorsqu'il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la question de l'impôt, il y avait deux définitions de l'impôt qui se sont affrontées. Il y avait la première définition de l'impôt qui était celle de Sieyès, l'abbé, le constitutionnaliste dont j'ai parlé, qui était que l'impôt était un retranchement de la propriété de chaque particulier. Une définition de l'impôt qui était négative. Il y avait une autre définition de l'impôt qui était à l'époque majoritaire, 1789, 1790, 1791, en tout cas jusqu'à cette date-là, et qui était que l'impôt était une contribution commune. Et vous avez même une définition étonnante de quelqu'un qui participe aux délibérations de l'Assemblée nationale et qui dit « l'impôt relève de la jouissance commune ». Contribution commune, jouissance commune. Mais, ce qu'on a oublié un petit peu, rapidement d'ailleurs, c'est que dans cette déclaration, il est question du droit de chaque citoyen de participer à la discussion sur l'affectation des dépenses qui sont permises par le prélèvement de l'impôt, au contrôle des dépenses qui sont faites par les gouvernants concernant justement l'affectation de tout ce qui a été récolté sous l'appellation d'impôt. Et donc ça pose un problème de fond, parce qu'aujourd'hui on le voit à travers justement la question de la fiscalité, c'est la question de savoir ce qu'on fait, à quoi on destine l'argent qui a été collecté. Par exemple, si vous avez une fiscalité écologique, aujourd'hui on nous met devant un chantage, parce que le gouvernement fait un véritable chantage absolument odieux en disant oui, c'est pour la transition écologique, et quand on sait ce qui se passe réellement, vous avez simplement quelque chose comme 19 à 20% maximum de tout ce qui est prélevé, des milliards qui sont prélevés, qui sont affectés réellement à la question de l'écologie. Le reste est destiné à combler les trous béants dans le budget de l'État, qui sont notamment la conséquence des cadeaux qui ont été faits par Macron aux grandes entreprises. Et il faut le dire d'une façon très directe. Donc la question de ce qu'on appelle le réseau ferroviaire et des transports publics de proximité notamment, est une question qui se pose aujourd'hui de façon assez directe, d'autant que chacun d'entre nous peut le constater, c'est le cas manifestement dans toutes les régions, il y a de plus en plus de gares et de lignes ferroviaires qui sont supprimées parce qu'elles sont considérées comme étant insuffisamment rentables. Voilà. Et il faut le dire à cet égard. Donc, vous voyez, j'apporte plutôt de l'eau à votre moulin. Je considère que, en effet, la question des réseaux, alors là, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que je vais voir, enfin, à mon avis, il y a tout lieu de mettre les deux sens en relation, les deux sens du mot réseau. Parce que là, on parle par exemple de réseau ferroviaire, on peut parler de réseau électrique, et on a parlé des réseaux au sens des relations transversales et des relations horizontales entre différentes expérimentations. Et je pense qu'on a intérêt à réfléchir à la relation entre ces deux sens. Pourquoi ?
vous prenez la question de la solidarité nationale, puisque c'est la question qui est assez importante, qui permet justement que le tarif soit le même. Et ça semble en effet un acquis tout à fait important à préserver. Mais en même temps, force est de constater, on est obligé de se poser la question de savoir comment les services publics jusqu'à présent ont fonctionné. Dans la notion de public, il y a une notion qui est très forte, qui est celle de l'égalité et de l'universalité dans l'accès, qui rejoint ce que vous avez dit sur le tarif, qui est une conquête qu'il faut absolument préserver et étendre. Mais le problème, c'est que, et je ne discute pas service public à la française, service public dans les autres pays, le problème est qu'il y a en même temps le monopole de l'administration étatique. Le monopole de l'administration étatique fait que ce qu'on appelle les usagers, ce qu'on devrait appeler les usagers au bon sens du terme, sont totalement exclus de toute forme de participation à la discussion et à la délibération sur les finalités du service public. Or, on a été trop habitué, depuis quelque chose comme 40 ans, à utiliser le terme d'usager comme étant un synonyme de client. On parle toujours, on nous a habitués, Macron non seulement ne déroge pas à la règle, mais il fait en sorte qu'on soit encore plus imprégné de cette idée selon laquelle l'usager idéal, c'est le client ou le consommateur. Il faut peut-être réfléchir justement à un nouveau sens de la notion d'usage. Tout à l'heure, j'ai parlé de la différence entre l'usage et la propriété, mais l'usager, ce devrait être plutôt celui qui prend soin, celui qui veille sur, celui qui préserve, celui qui entretient. Voilà, ça, c'est la notion d'usage telle qu'on devrait être amené à pouvoir la développer. Lorsque des gens sont amenés à réfléchir en termes d'usage, par exemple concernant la forêt, ils ne réfléchissent pas en termes de propriété, c'est à moi ou c'est à nous et tu fiches le camp. Ils réfléchissent à l'entretien, à l'idée qu'on a la responsabilité de quelque chose. Pas à l'idée que c'est notre propriété, mais à l'idée qu'on en a la responsabilité. Ça, c'est très important. Or, c'est cette question-là qui devrait justement occuper le devant de la scène dans les discussions qu'on a aujourd'hui, notamment sur le service public. Il n'y a aucune raison de laisser la question de la démocratisation des services publics aux néolibéraux, parce qu'eux s'emparent de ça, et sous couvert de démocratisation, en fait, c'est l'arbitrage du consommateur qui vous présente comme étant l'instance suprême qui doit décider de tout, y compris de la réforme des services publics. Non, mais je pense que cette question-là mérite d'être prise à bras-le-corps sous l'angle de la démocratie. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, bien sûr qu'il doit y avoir des expérimentations diverses, mais entre les expérimentations diverses, pourquoi y aurait-il concurrence ? Parce que c'est justement la logique néolibérale qui veut qu'entre les expérimentations menées dans une localité et ceux qui sont menées dans la localité voisine, il y ait tout de suite une relation de concurrence qui s'instaure. Pourquoi ce ne serait pas au contraire la complémentarité ? Mais la complémentarité suppose quoi ? Suppose une coordination entre ces différentes expériences. Donc toute la question, voilà, donc les réseaux dans le bon sens du terme, non pas que le premier sens soit un mauvais sens, mais c'est un sens très différent. Et à ce moment-là, ça implique de réfléchir à ce que pourrait être l'élaboration d'une loi, mais dans un sens qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, où c'est confisqué par un petit nombre de représentants, avec des pouvoirs qui sont essentiellement réduits pour l'opposition à des amendements. Donc on fait quoi ? On fait en sorte qu'il y ait une obstruction qui dure le plus longtemps possible, parce qu'on présente une accumulation d'amendements, mais personne ne se préoccupe finalement du résultat final, c'est-à-dire de ce qui sera appelé la loi. Or, c'est assez terrible parce que c'est quand même ça qui importe. Et donc, les mécanismes d'élaboration d'une loi qui pourraient, par exemple, être amenés à se faire à partir d'expériences qui, elles, seraient diverses, mais qui ne seraient justement pas considérées comme concurrentes, ça, c'est quelque chose qui reste à réfléchir pour la démocratie future. Et il me semble que ça fait entièrement partie justement de ce que j'ai essayé d'appeler la logique du commun. Voilà, donc je suis pour dissocier dans le public étatique la notion de public de celle du monopole de l'administration étatique. Et je crois qu'il faut sauver le public au sens de l'universalité dans l'accès, et l'égalité dans l'accès. Et en revanche, on ne peut le faire véritablement que si on pose le problème de la démocratisation des services publics. Et ça vaut pour tous les services publics. Parce que la notion de public est une notion, vous savez, c'est une notion qui est très ambiguë et équivoque. Et au XVIe siècle, ça a commencé à être mis en place, cette notion-là. Et au début, ça signifiait au service du public, c'est-à-dire des intérêts de la population, c'est-à-dire de l'ensemble de la collectivité. Et ça a pris de plus en plus un sens qui était lié aux prérogatives que l'État s'arrogeait de façon centrale. Voilà. Donc c'est pour situer le débat. Il m'apparaît qu'il est plus intéressant sous cette forme-là que si on oppose comme ça la concurrence des expériences locales à l'uniformisation qui est celle de la législation nationale dont l'État sera le garant. Parce que ça, bon, c'est un débat
qui est intéressant, mais qui m'apparaît très vite avoir buté, en tout cas, sur certaines limites. Et puis il y a la deuxième question que vous avez posée, qui est une question très importante, qui est la question de ce qu'on appelle le populisme. Alors il y a tellement de confusion à ce sujet, parce que, bon, d'abord, il y a le terme tel qu'il est utilisé par beaucoup de journalistes. Alors là, on atteint le sommet de la confusion, parce qu'on met derrière des choses totalement différentes, voire parfois qui n'ont rien à voir entre elles. Mais là, en l'occurrence, on appelle populistes des gens qui en appellent au peuple, c'est-à-dire finalement à une certaine forme de respect des principes de la démocratie, mais on considère aussi que Bolsonaro est un populiste. C'est terrible d'ailleurs. La confusion atteint son comble, parce que Bolsonaro, c'est pas du tout un populiste, c'est même un type qui rejette le terme de populiste. Il fait jamais appel au peuple. C'est un candidat qui n'a pas eu honte de se présenter comme étant le candidat des propriétaires fonciers, des propriétaires des forêts, des types qui vont chasser les Indiens d'Amazonie, de leurs terres. Il a dit, avec moi, tout va changer. Vous n'aurez plus une once de terre. Il l'a dit d'une façon assez ouverte. Donc c'est pas du tout un populiste, pas du tout. C'est un nostalgique de la dictature militaire, c'est un fasciste assez convaincu, il faut le dire. C'est pas un populiste du tout. Donc la notion de populiste, vous regroupez, vous mettez l'AfD allemande, Orban, etc., Trump et tout le monde, et tous les gens qui se réclament du peuple, ça fait beaucoup. Comme si le fait de se réclamer du peuple était quelque chose d'insultant, qui était, disons, voué à une forme de mépris de la part des gens qui savent, eux, en experts, ce qu'il faut faire. Parce que c'est quand même ça, la position, la posture dans laquelle s'installe un certain nombre de gens des médias. Et ça, je crois que c'est grave et que ça doit être dénoncé. Moi, j'aurais tendance à dire que de ce point de vue-là, populisme, c'est un mot de l'ennemi. C'est un mot stigmatisant et infamant. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas confondre avec la première, qui est celle de savoir si ce qu'on appelle la stratégie du populisme à gauche est une stratégie qui est efficace et qui est, comment dirais-je, légitime du point de vue des aspirations à la démocratie. Et là, c'est un autre débat, parce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a une opposition à faire entre le peuple pris comme une sorte de tout, et puis d'autre part, 1% ou 2% qui sont l'élite oligarchique, etc. Et puis, il me semble que ça peut aboutir. Alors, ça peut aboutir à deux choses. Premièrement, à occulter la conflictualité qu'il y a à l'intérieur du dit peuple, parce que le peuple n'est absolument pas homogène. Et même si vous le prenez en un sens social, je ne parle pas du sens politique qui est terriblement abstrait, parce qu'on dit c'est la communauté des citoyens. Bon. Mais si vous le prenez au sens social, on dit à ce moment-là que le peuple, c'est les gens qui sont en bas, par opposition aux gens d'en haut. Même dans cette opposition-là, il n'y a pas d'homogénéité. Donc, parler du peuple comme tout en disant il faut que le peuple comme tout soit représenté, c'est une manière aussi de s'installer soi-même, de se juger soi-même, justement, dans une position qui est une position de surplomb, c'est-à-dire une position de représentant. Voilà, on revient à la représentation. Parce que par exemple, je prends des gens qui sont Laclau et Chantal Mouffe. Chantal Mouffe est une philosophe qui vit toujours, Laclau est mort, mais ils ont été les théoriciens d'un certain populisme de gauche. Podemos, pendant un certain temps, s'en est revendiqué. Au dernier congrès de Podemos, il y a eu une bataille interne assez rude, et il y a quelqu'un qui s'appelle Errejón, qui est resté fidèle à l'esprit du populisme comme stratégie, et ça n'est pas le cas de celui qu'on connaît, là, vous savez, Iglesias, voilà, celui, je pense. Bon, parce que c'est assez emblématique de sa personne, au moins sur le plan photographique. Bon, c'est quelqu'un qui, lui, a défendu une autre stratégie, c'est cette stratégie qu'il a emportée. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Je n'ai pas du tout à m'immiscer dans les affaires internes de Podemos, mais moi je ne regrette absolument pas l'abandon de la stratégie du populisme. Alors vous voyez, là aussi, c'est encore différent. Mais quand je dis ça, c'est pour distinguer ce second sens du premier. Parce que les journalistes, en général, ne sont même pas avertis de l'existence d'un second sens. Ils font comme si tout pouvait être complètement mélangé, une sorte de comment dirais-je, de fourre-tout, comme ça, où on met absolument tout le monde, les gens qui sont des oppositions, des opposants de gauche à des gouvernements néolibéraux, et puis des gens qui sont des gens de la droite radicale, hein, pourquoi ne pas le dire, voire des néofascistes comme Salvini, hein, voire des fascistes fanatiques comme Bolsonaro. Bon, vous voyez, et ça me semble méprisant et insultant, et en plus une source de confusion politique. Mais concernant la stratégie, moi je suis contre.
Voilà. Parce qu'en plus, elle installe un leader dans une position de représentant en considérant que l'unité du peuple lui vient du fait qu'il se fait représenter par un seul homme. Et moi, j'estime que c'est assez difficile à concilier avec la conception que j'ai défendue tout à l'heure de la démocratie, qui est que, au contraire, il faut qu'il y ait à chaque étape un contrôle actif de la part de la base et des membres du dit peuple sur les faits et gestes du dit représentant. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je suis assez défiant à l'égard de la notion de représentation. Or, c'est un discours très élaboré, hein, le discours de Laclau et de Chantal Mouffe sur le populisme. Mais c'est un discours qui me semble reposer sur cette relation de dépendance, alors là pour le coup verticale, des gens du peuple à l'égard d'un représentant, comme si, s'il n'y avait pas de représentants de tous ces gens-là étaient incapables d'agir par eux-mêmes. Et on retrouve la vieille idée de la représentation, qui est une très vieille idée, qu'on trouve par exemple chez un philosophe anglais du XVIIe siècle qui s'appelait Hobbes, qui est l'idée selon laquelle les représentés sont incapables d'agir s'ils ne sont pas unis par la personne du représentant. Moi, je suis totalement opposé à cette idée. Et donc, je rejette l'utilisation journalistique et médiatique du terme de populisme parce qu'il mélange tout, donc pas de rigueur du tout. Et deuxièmement, je rejette la notion de stratégie populiste telle qu'elle a été élaborée par un certain nombre de penseurs et philosophes. Voilà, pour être clair. Je vois que Pierre Goldberg est en train de plier ses valises, donc c'est très fin. On va peut-être arrêter le débat, qui est très intéressant d'ailleurs. Bien, je voulais remercier donc Pierre Dardot pour son excellente prestation. Remercier aussi nos partenaires qui sont l'Humanité. Alors dans l'Humanité de lundi, il y avait un article qui vous était consacré. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Tiens, j'ai tombé mes papiers. C'est filmé. Remercier donc l'Humanité, bon, je l'ai dit. Et si je prenais mes lunettes, ça serait bien mieux. Ça, c'est sûr. Remercier Réseau Salariat, Politis, Espace Max, Cerise, Regard, Lomos et aussi la radio locale RNB pour le beau reportage qu'elle a fait dans le cadre de la préparation de cette soirée. Vous avez deux livres, alors l'un qui s'appelle L'ombre d'octobre et l'autre qui s'appelle Commun, voilà, qui sont en vente au bout de la salle et qui sont à la dédicace pour ceux qui veulent se le faire dédicacer. La prochaine rencontre, c'est le 7 décembre à 18h à l'hôtel de l'Univers vers la Gare. Alors on a visité la salle. C'est une immense salle, ça tient au moins 300 personnes, donc il faudra la remplir. Non, je plaisante. Bien. Donc le thème de cette rencontre sera « Il n'arrête pas les artistes prophètes de dire que le temps, qu'il est temps que le malheur succombe ». Ce sont les paroles d'une chanson de Jean Ferrat. Donc cette rencontre sera animée par Jean-Pierre Siméon, grand poète qui nous a déjà rendu visite il y a 2 ans, au mois de décembre. Donc, je vous appelle à réfléchir sur les thèmes abordés. Venez avec nous à l'atelier, adhérez. Voilà. Alors, n'oubliez pas le petit carton qu'il y a à l'entrée. Vos dons, aussi modestes soient-ils, participent au financement de notre activité qui se veut d'éducation populaire. Et comme nous n'avons pas de sponsors milliardaires, eh bien, on se contentera de vos petits dons. Et merci donc, avant de se quitter, de bien vouloir ranger les chaises. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit.